Puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est surtout qu'on peut pas le faire sans. La coque et les putes, mon pote. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. We refuse to settle for something secondary, or something somebody claims is almost as good as CinemaScope. Et oui, bonjour à tous, ou bonsoir d'ailleurs, en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Vous êtes dans CinemaScope, le podcast Made in Curie Club. Je suis Benjamin, parce qu'en fait je me suis pas présenté lors de la précédente émission, qui était la première, qui visiblement vous a beaucoup plu. Donc merci à vous. On a bien pris en compte vos retours et vos remarques. Donc cette fois-ci, cette émission ne durera pas 2h34 ni 4h50. Cette émission durera à peu près 1h30. Voilà, on va parler du cinéma et des séries autour d'un petit jeu, autour de débats que j'espère enflammés, avec des invités, encore une fois, de prestige autour de la table. Je vais commencer par quelqu'un qui n'était pas là le mois dernier, pardon. C'est Amandine. Salut. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très très bien. Donc Amandine, que tu es toi fraîchement débarquée de Paris. Exactement. Tu as été pigiste à Paris. Exactement. Pour de la musique notamment ? Ou du cinéma ? Plutôt pour du cinéma. Donc tu arrives à point nommé dans CinemaScope. Donc c'est plutôt Exactement. cool. Donc très très content de t'avoir autour de la table aujourd'hui. Merci d'être venu. Et je suis très contente d'être ici aussi. Eh bah super, merci beaucoup. À ta gauche directement, aussi un nouveau qui n'était pas là dans l'émission le mois dernier. Il s'agit de Brahim, réalisateur, et il m'a précisé avant, surtout spécialiste du corps en mouvement. C'est ça. Ça va Brahim ? Ça va très bien, merci. Merci à toi de venir autour de cette table pour CinemaScope. Merci pour l'invitation. Et c'était à refaire. Et bisous tout le monde. Devant toi, youtubeur de l'espace, qui participe pour le coup au Curie Club. Il s'agit de Hugo. Tout à fait. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Enchanté. Ça va. Comment tu vas Hugo ? Bah écoute, je vais bien. Je suis très content parce que j'ai écouté le premier podcast, ça m'a plu et je suis content de faire partie du deuxième. Je pense que les débats vont être endiablés. À ta gauche, il boit du café, il porte une casquette et il est surtout le gagnant de la précédente émission du premier CinemaScope. Il s'agit de Maximin. Bah merci. Bravo. Oui, c'est moi. Je suis pour l'instant le premier au classement, donc je vais regarder C'est pas très difficile, mais... Bah on s'en fout, je suis premier, je suis content. T'es premier, t'es content. Comment tu vas Maximin ? Oh bah comme un lundi. Comme un lundi, ouais ça me va. Écoute, on va enchaîner très rapidement. Donc pour refaire simple, pour expliquer le principe de CinemaScope aux gens qui n'étaient pas là le mois dernier, je vous pose des questions sur l'actualité, et après on en discute tous ensemble. Enfin en tout cas vous allez essayer de vous battre pour apporter vos meilleurs arguments, et celui qui me convainc le plus avec ses arguments gagne un petit point. Ça vous va ? Très simple. Est-ce que ça va tout le monde ? Je crois que les gens ont besoin de se réveiller. On a servi du café. Là, on va se mettre. Il est quoi ? Il est 14h29 à ma montre. On va se réveiller tranquillement avec un premier extrait. Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together, and musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. Et oui, YouTube Now, yeah. L'épopée spatiale. Est-ce que vous avez reconnu l'extrait de la bande-annonce de quel film c'était ? Bah, j'imagine que c'est Ad Astra, au pif. C'est... Oui, Ad Astra, effectivement, Hugo. Oui, pour l'homme qui aime les étoiles que tu es, tu dois être ravi de... Tu l'as déjà vu ou pas, toi, Hugo, là alors non, j'ai pas vu Ad Astra. C'est bon, on peut s'arrêter là. Voilà. Donc, voilà. Donc l'épopée spatiale emmenée par Brad Pitt et réalisée par James Gray s'est installée en tête du box-office française lors de sa première semaine d'exploitation. C'est le meilleur démarrage dans notre pays pour un film de James Gray depuis La Nuit nous appartient. Ce qui est plutôt pas dégueulasse. Ma première question, elle est simple. Quel est pour vous le meilleur film ou la meilleure série qui se déroule dans l'espace ? Brahim, à toi de commencer.
On peut donner une réponse par, une pour la série, une pour le film, hein. Parce que c'est quand même Tu très dois différent. choisir. Non, parce qu'en fait, j'ai précisé film ou série, tu peux choisir l'un ou l'autre. Parce qu'en fait, Hugo, parce que j'envoie les questions, je peux le dire aux auditeurs, j'envoie les questions un peu avant, et Hugo m'a dit, on peut dire une série ou pas? Et donc, pour ouvrir le spectre, effectivement, mais je viens de penser à autre chose. Quand tu dis film, on fait film-fiction, on peut faire film-documentaire. C'est film-fiction, Hugo. Oh là là. Alors, ok. Oui. Donc, il faut une seule réponse. Alors, film ou série? Moi, de toute façon, série, je suis pas objectif, c'est le cœur qui parle. Moi, je suis Team Stargate. Donc là-dessus, pour la série, clairement. Et, beaucoup de corps en mouvement. Stargate. Quand tu dis Stargate, on peut peut-être préciser parce qu'il y a énormément de variations sur Stargate. C'est SG1, non, Stargate SG1. SG1, ok. Stargate SG1. Est-ce que c'est avec merde, comment ça s'appelle déjà, MacGyver? Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Après, je suis pas très fan de tout ce qui se passe après la saison 7. Ça part dans des délires un peu bizarres. Bon, Stargate jusqu'à la saison 7. Pour ce qui est du film, c'est compliqué parce que moi j'ai deux pépites que j'adore, c'est 2001 et j'aime beaucoup Interstellar aussi. Après, je saurais pas dire lequel des deux. C'est pour moi. Faut que tu en choisisses un, Brahim, aujourd'hui. Celui que j'ai encore bien en tête, on va dire Interstellar aussi parce que j'aime bien Nolan. Donc, je crois que t'allais dire la soupe aux choux du coup finalement. Finalement, la soupe aux choux, finalement c'est le meilleur film. Donc Interstellar pour toi, Brahim. Ouais, c'est ça. Ok. Amandine. Eh bien moi je le rejoins sur Interstellar. Tu le rejoins sur Interstellar? Ouais, c'était mon choix aussi. Ok, Christopher Nolan, Interstellar. Team Nolan. Et pourquoi du coup? Ouais. Et pourquoi du coup? Et pourquoi? Alors bon, il y aurait plusieurs raisons à ce choix-là, même si j'ai quand même hésité entre plusieurs films. Mais disons que effectivement, c'est le dernier que j'ai en tête aussi. C'est celui qui m'est venu spontanément. Au-delà de l'esthétisme, on va dire, assez impeccable du film, enfin, pour moi, quoi. Il y a vraiment dans le travail de Nolan quelque chose que j'adore, qui est tout un travail autour du maniement du montage. Et vraiment cette façon qu'il a de manier le passé avec le présent. Comment ça se traduit à travers son montage, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Interstellar, mais qui est présent aussi dans ses anciens films. Et là, pour le coup, on est vraiment dans ce dialogue, entre les différentes temporalités, physique quantique, métaphysique, et c'est des thèmes qui me plaisent beaucoup, quoi. Ok, d'accord. Et après, au-delà de ça, on est aussi sur un film assez optimiste, qui parle d'amour filial, mais d'amour quand même. Et globalement, ça en fait un grand film. Ok. On voit Amandine s'est préparée. Ouais, on voit qu'il y a quelqu'un qui a préparé l'émission et d'autres qui ont juste lu les questions. Et Hugo, montre-nous que toi aussi tu as pris des notes toute la nuit. Non, mais alors niveau film, effectivement, je serais d'avis de vous rejoindre sur 2001 et Interstellar, mais du coup je vais jouer une autre carte, je vais jouer celle de Gravity. Comme ça, on va rentrer. Mais justement, on va rentrer dans un débat qui peut être justement intéressant. C'est là où ça va être intéressant. Voilà, d'accord. Okay. J'attendais ce débat-là. Et niveau série, je vais me positionner sur The Expanse, qui est pour moi the série de science-fiction. Oui, très bonne série, j'avoue. Donc on va pouvoir débattre Gravity. Alors moi, je suis plutôt team Interstellar, mais vu que j'adore Alfonso Cuarón, je vais trouver énormément d'arguments pour lui. Vous inquiétez pas. Et juste avant, on va peut-être voir si Maximin team up ou s'il trouve un autre film. Qu'est-ce que Alors moi, à la base, j'allais partir sur une série. Ok. Mais je peux partir aussi sur un film, tu vois. Mais Bon, on peut faire les deux, on est parti pour faire les deux là. Quelle était ta série, toi, au cas où, Maxime? Ma série, moi, c'est mon coup de cœur du moment et que je trouve hyper intéressant, c'est The Orville de Seth MacFarlane, donc le réalisateur de Ted, de Albert à l'Ouest, et puis le créateur de American Dad, Les Griffin, tout ça, qui fait une série de science-fiction où en gros c'est du Star Trek, mais en version comédie dramatique, et pour l'instant je trouve que c'est hyper bon, c'est renouvelé pour une 3e saison. Qui apparemment fait un énorme carton, justement. C'est hyper intéressant parce que c'est autant débile sur des moments d'humour à la American Dad, et c'est tout autant, très bon parce que c'est que des épisodes où il se passe une histoire bien précise, c'est 42 minutes chaque épisode, c'est 13 épisodes la saison, et en fait ça explore des planètes, ça a des thèmes bien différents à chaque épisode, les personnages sont hyper attachants, et puis
c'est une vraie série d'aventures et tout le monde s'accorde à dire que la nouvelle série Star Trek, la Star Trek Discovery, si je me trompe pas, en gros, fait pas du tout le poids face à The Orville, qui ressemble plus à un truc Star Trek que la série Star Trek en fait. Donc tout le monde se range derrière The Orville. C'est vrai qu'on m'avait beaucoup hypé Star Trek Discovery. J'ai regardé le premier épisode, j'ai même pas été au bout. Ouais, moi non plus, ouais. Moi, Alors j'ai qu'on m'a dit tenu que le jusqu'au premier c'était le deuxième. meilleur. C'est bête. Mais ouais, The Orville en termes de série, parce que pour le coup, c'est ce que j'attends d'un truc dans l'espace en fait, c'est de me faire voyager, de me faire découvrir plein de planètes, de me faire voir des interactions entre les personnages à l'intérieur d'un vaisseau et puis de s'amuser quoi, parce que pour le coup, Seth MacFarlane il sait faire un truc, c'est s'amuser et créer des situations. Ok. Et après en film, moi je serais parti sur l'Empire contre-attaque, parce que ça se passe dans l'espace. Sur l'Empire contre-attaque. Bah, ça se passe dans l'espace, donc tant qu'à faire. Je sais ton amour pour l'Empire contre-attaque, Bah on a ouais. le même de toute Donc, façon. Mais est-ce que pour les besoins de ce débat, tu veux faire un team-up avec Hugo, en sachant qu'il faut être quand même d'accord avec Gravity? T'es pas obligé d'être Mais d'accord. vu la tête- vu la tête de Moi-même, je suis Maxima. pas d'accord avec le film. Non, je vais partir sur l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, alors- Attends, de dire qu'on serait de 2 vs 2. On Ah en non, serait comme mais ça. après, ça peut être. Après, on peut faire 3 versus. Enfin, 1 versus 2. Vous pouvez faire un team-up sur Interstellar tous les deux pour essayer de gagner. Et si vous gagnez un point, vous gagnez un point chacun. Vas-y. Ok, ça marche. Ok, très bien. Alors. Alors attends, je vais partir en Gravity avec Hugo. Oh le gars. Attends, on se serre la main, ça se voit pas, mais on se serre la main. Le Et team-up de Tu l'as légende. vu au moins? Alors, du coup, c'est le film avec dans l'espace là. Ouais. je mettrai un bruitage de. Tu sais, le ding-ding de truc de boxe. Ah, c'est Là, ça. maintenant. Voilà, il sera là. Voilà. Donc, on va se battre. Donc, enfin, vous allez vous battre. On va se battre tout de suite. Donc, on est Interstellar versus Gravity. Brahim. Le problème, c'est que Gravity, je lui trouve aussi des qualités. Quoi. Non, C'est- on a gagné. Non, mais me lâche pas, me lâche pas. Non, mais La c'est défaite. Brahim, tellement. lâche Amandine Non, mais c'est complètement. compliqué ce que tu demandes là. Mais ok, on va jouer le jeu. Non, parce que Brahim, Bon, après. mine de rien, il y a quand Comment même tu pas mal peux de corps en comparer mouvement dans Gravity quand même. C'est quand même le il y a but du film, quelque c'est que ça sorte, bouge pas mal. Si tu veux pas Non. comparer, Amandine, Alors. il faut que tu amènes les meilleurs arguments pour J'y défendre viens. Interstellar. T'en as Bah, déjà c'est amené simple, beaucoup. le Alors, scénario. on- Le scénario, comment tu peux comparer le scénario d'Interstellar avec le scénario de Gravity, qui est plat à mourir. Alors peut-être Qui est plat à mourir, à mourir. mais qui nous donne quand même une sacrée expérience de cinéma. Ah. Et en Mais vrai- t'es jamais allé au Futuroscope? Bah, on a- si, mais c'était Quand tu moins vas au cher. Attention, pas tout le monde en même temps. Voilà, quand t'es originaire de la région de Poitiers, t'es allé forcément une fois dans ta vie au Futuroscope. Et pour le coup, Gravity, alors certes, c'est magnifique, mais t'as déjà vu ça plein de fois. Alors là, je suis pas Ce que d'accord avec toi t'attends, parce que en plus des images, et certes, une esthétique magnifique, certes, mais c'est quand même un scénario qui tient la route. Et au-delà d'une Sandra Bullock qui tient la route, certes, le scénario est... oh, je vais pas aller... Non, peut-être pas nul, je vais pas aller jusque-là. J'ai Personne- envie d'avoir le point. Mais Personne te jugera, hein. Vas-y, tu peux y aller. Hein. plat. Plat. C'est un survival movie. Les survival movies ne sont pas réputés pour leur scénario extraordinaire. Ouais. C'est un type de film en soi. C'est comme si tu allais voir un dessin animé qui disait le scénario il est plat. C'est un survival movie, c'est comme ça. Et je trouve que Alfonso Cuarón a bien joué aussi sur le thème de l'espace. On sait qu'on peut pas faire quelque chose de réaliste dans l'espace, sinon on se fait chier comme des rats morts. Hein. Star Wars l'a prouvé, on va jamais faire des batailles spatiales comme on le ferait normalement. Donc Alfonso Cuarón il s'est dit bon, le réalisme on va pas pouvoir le faire, donc on va faire un survival et on va essayer de trouver les meilleures choses et d'immerger à fond le spectateur avec ce qu'on peut faire en réalisme dans l'espace sans y aller à fond. Et Alfonso Cuarón, on sait que c'est le maître des plans séquences et l'immersion, moi je suis désolé, mais le moment où Sandra Bullock part à la dérive après que la navette se soit frappée par le syndrome de Kessler et que tous les satellites aient explosé, cette immersion, moi j'étais vraiment en angoisse dans ma salle de cinéma quand j'ai vu cette scène où elle respire toute seule et elle tourne. Je suis désolé, au Futuroscope, on n'a pas un réalisateur comme Alfonso Cuarón qui fait des plans séquences. Au Futuroscope, c'est un film de commande où ça va bouger dans tous les sens, on a la siège qui bouge. Là, on a un vrai auteur qui est derrière. T'as utilisé le Futuroscope, Amandine, tu vas te le reprendre. Non, on a un vrai réalisateur qui nous sert son plan séquence et qui a utilisé parfaitement le thème de l'espace pour le faire. Et c'est incroyable, cet isolement à ce moment-là. Faut se mettre en tête qu'il arrive à nous faire ressentir ce quasiment aucun humain peut ressentir. C'est-à-dire que quand on a fait Apollo 11 par exemple autour de la Lune, à un moment donné, Collins il était
l'homme le plus éloigné du monde. Mais là, on a l'impression que Sandra Bullock, quand elle tourne, c'est la personne la plus éloignée du monde, personne ne peut lui venir en aide, et le spectateur, il est plongé là-dedans, quoi. Moi, j'ai trouvé ça fou comme scène. Brahim, peut-être que tu as quelque chose pour défendre ou te rallier à nous. Finalement, oui, ils ont raison. Non, j'irai pas jusque-là, mais moi, en tout cas, au niveau d'Interstellar, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui, du coup, ce que je retrouve pas sur Gravity. Bon, déjà, il y a un truc qui me dérange avec Gravity, c'est l'utilisation. Enfin, moi, je préfère les effets pratiques à la CGI déjà. Ouais. Et Gravity, il y a que ça. Enfin, c'est énormément de CGI et c'est déjà un truc. Enfin, j'ai énormément de respect pour Nolan parce que justement, lui, c'est quelqu'un qui revient beaucoup en fait sur les effets pratiques et il a essayé de créer un métrage qui va essayer de t'éloigner un maximum de notre galaxie, mais en rendant tout, enfin, hyper. Tout est pragmatique en fait. Tout est possible et il arrive à te convaincre en te disant que scientifiquement en fait ça peut tenir ce qui se passe et voilà ce truc un peu improbable en fait de Gravity fait que forcément même si une ou deux scènes vont m'immerger totalement parce que j'ai une espèce d'empathie pour le personnage et ce qui lui arrive, je suis pas totalement rentré dans le film parce que je me dis bon, c'est un peu improbable. Enfin, tu l'as vu en 3D ? Absolument pas. Non, ça change je l'ai pas vu. Oui, en ça 3D. change tout. Là-dessus, c'est vrai que ça change tout. Mais apparemment, c'est la meilleure 3D du ciné, Gravity. C'est surtout que tout le film est pensé vraiment pour l'immersion et ça. Après les bons étroits quand même. Je pense que regarder Gravity sur un écran, même celui-là, ou sur ton téléphone portable ou un ordi, tout le film est pensé pour l'immersion, mais malheureusement que pour ça quasiment. Et c'est ce qui c'est est dommage. oui. Et c'est ce que je reproche en fait, au film. Justement, et je te rejoins sur cette scène de l'isolement. Effectivement, elle est magnifique. Bon, après, moi, dans mon expérience personnelle, le jour où j'ai vu le film, bon voilà, j'étais moi aussi emportée là dans cette scène, et puis il y a un mec à côté de moi qui s'est exclamé Louride est mort. Et alors là, d'un coup, tu vois, le mec, il était avec son portable, il a reçu une notification, Louride est mort. C'est pas recevable comme... Non mais tout ça pour dire que ça m'a fait retomber, tu vois, ça m'a gâché finalement toute une partie du film. C'est mon expérience personnelle, voilà. C'est pour ça que je déteste MK2. En fait, tu le rassocies à la mort de Laurie, donc du coup, tu peux vraiment pas voir. Ah mais totalement, c'est vraiment comme ça que je l'ai appris. MK2 bibliothèque en plus ? Non, c'était pas à bibliothèque. C'était toi en fait. Non, parce que c'est un cinéma qui est justement. Il savait qu'il allait avoir un débat. 4 ans plus tard, Hugo, donc il a gâché la séance d'Amandine exprès pour ça. C'était quai de Seine ou quai de Loire, je me rappelle plus. Je sais pas, oui, j'ai l'impression que Gravity, c'est un espèce de one-shot comme ça pour dire on va vous envoyer une expérience visuelle, sensitive, enfin, vous allez pas oublier quoi. Enfin, c'est juste, on ressent quelque chose de très très fort, mais il n'y a pas une construction. Enfin, il n'y a pas une construction scénaristique. C'est pas un tout global qui tient en fait sur des piliers très solides en fait. Je trouve c'est. Je pense que c'est l'éternel débat en fait avec Christopher Nolan quoi. Certes c'est bien écrit, il y a des préparations de paiement dans tous les sens, mais il manque souvent l'émotion en fait. Je trouve dans l'émotion chez dans Christopher Nolan. Bah oui en fait. En fait c'est tellement comment dire. Je suis choqué. Bien. Oui d'accord. Il est dans mon équipe, mais parfois j'ai du mal avec lui. Il faut désolidarisation. Non mais en termes c'est le premier Christopher Nolan quoi. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien tout câblé. En fait, moi je préfère avoir une expérience comme Gravity où je vais au cinéma, où je paye mon ticket pour voir quelque chose comme ça. Et après, en fait, Interstellar, oui, effectivement, il y a beaucoup. Une expérience Futuroscope. Ouais, mais sauf qu'une expérience Futuroscope beaucoup moins chère et beaucoup mieux réalisée, comme a dit Hugo. Donc ça vaut quand même le coup. Moi je préfère aller voir au cinéma, me payer mon popcorn et aller voir Gravity au cinéma plutôt que d'aller au Futuroscope et d'avoir une choupa-choupe ou je ne sais quoi et payer beaucoup plus cher. Mais Interstellar, je veux dire, en termes d'émotion. Émotion pure de qu'est-ce que ça me fait ressentir en fait. Je parle pas de genre ça m'a fait pleurer ou quoi que ce soit, c'est que ça m'a fait ressentir genre soit de la peur soit et de l'angoisse. Ça fait aussi partie des émotions en soi. Moi, mais t'as pas ressenti de la tristesse. Bon, je défends un peu l'autre camp, mais quand même c'est important d'en parler. T'as pas ressenti de la tristesse juste quand même sur la scène
où il reçoit toutes les communications qu'il a pas pu avoir depuis tant d'années et il voit ses enfants grandir, etc. Mais elle est incroyable celle-ci quand même. Oui, certes, mais en fait, Matthew McConaughey, il aurait pas été dans l'espace, il aurait été chez lui, ça aurait été pareil, tu vois. Ah oui, en termes d'expérience espace, machin, d'accord, je préfère quand même Gravity. Matthew McConaughey, je peux voir n'importe quel film où il chiale, où Christopher Nolan, il a fait autre chose, où il peut faire pleurer des gens, mais en dehors de l'espace, quoi. Si le film Interstellar, il tient la route parce que Matthew McConaughey, il pleure dans un vaisseau spatial. Bah super quoi. Mais non, alors c'est pas que pour ça, tu peux pas dire ça. La distribution est magnifique. Il n'y a pas que Matthew McConaughey quand même. Je parle d'émotion pure. Vas-y. Non, mais même la musique qui porte le film. Sert bien le tout. La musique de Zimmer derrière est toujours tape toujours juste. Je trouve. Après, c'est un ressentiment. Ça se base sur des émotions, mais. Nolan, c'est énormément d'émotions et il met effectivement le fait que le scénario soit plus pragmatique, plus terre à terre, n'empêche pas le fait qu'on s'attache énormément aux personnages et qu'on vive des choses hyper fortes pendant le film. Ce qui est le cas de Gravity, pardon. Mais moi je le ressens pendant les 4 minutes là où tout part à volo et là on se dit mais on n'a vraiment pas envie d'être à sa place. Là à ce moment-là ça marche et surtout comme tu disais Quaron, c'est du plan séquence et c'est ce qui m'a marqué en fait dans Gravity. Donc en fait il a apporté dans un film de science-fiction une nouveauté, c'est-à-dire il nous a apporté une nouveauté, il a fait une espèce de one shot où il nous a dit prenez cette gifle dans la gueule. Je vous ai apporté un nouveau truc. Mais je vois plus ça comme une expérience visuelle qui est cool, qui fait que. Mais bon, moi, le scénario. C'est pour ça qu'il a pris le format de survival. Très vite, le format de survival, surtout, c'est que effectivement, il a apporté ça aussi à la science-fiction, mais en prenant en compte tous les invariants qu'il doit avoir en fait dans l'espace, quoi. C'est ça qui fait que c'est mieux. C'est pour ça que je transpose par rapport à Interstellar, c'est que il a joué le jeu à fond de l'espace pour le coup, Quaron, quoi. Dire ok, maintenant il faut pousser le curseur à donf et par là-dessus. Et pour contrer l'argument de Hans Zimmer, il est bon dans tous les films, quoi. Pratiquement. T'es sûr de toi là? Franchement. En vrai, il a fait des bandes son incroyables. Il a fait des bandes son parfois qui reprennent un peu des thèmes qu'il a déjà fait, etc. Où on sent qu'il s'est pas trop foulé. Mais en vrai, quand il s'y met, genre sur Interstellar ou Le Dernier Samouraï ou des trucs comme ça, il explose tout, quoi. Il explose donc. Moi, c'est à titre personnel, j'avais trouvé qu'il y a eu une. Enfin, moi, c'est par rapport au fait que j'aime beaucoup les BO de films. J'ai toujours trouvé qu'en Zimmer, il y a eu un énorme creux entre Gladiator et. The Dark Knight peut-être? À peu près, je trouve qu'il y a eu un énorme creux où tout ce qu'il produisait était une répétition de ses précédentes œuvres. Les thèmes de Pirates des Caraïbes sont quand même devenus légendaires et sont solides, quoi. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est Hans Zimmer. Sauf que Pirates des Caraïbes, le thème, il est dans Gladiator. Ouais, mais justement, mais après, le fameux. C'est ce que je disais. Parfois, il se répétait, mais même en se répétant, je trouve que celui des Pirates des Caraïbes est quand même un peu légendaire, quoi. Oui, il a fait un. Bon, allez, ok, d'accord. Ferme ma gueule. Bref, c'est un autre débat, enfin. Ouais, après, c'est des compositeurs tellement productifs qu'au bout d'un moment, ils tourneront, quoi. Parce que je trouve que sur Interstellar, il s'était complètement réinventé. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis. Il y a eu un truc un peu fou. Oui, mais parce qu'il y a une direction. Il y a Nolan, en fait, qui aussi, je pense, doit lui donner la direction, en fait, où aller. Ce qui, je pense, peut-être pas le cas, en fait, de tous les réalisateurs. Je pense qu'il y a des réalisateurs. Il avait pas grand-chose pour le film. Pour Interstellar, il avait une page. C'est une supposition, c'est pas une info. Mais le dernier Samouraï, qui est du coup entre Gladiator et ce que tu disais, est incroyablement aussi. Enfin, il s'est renouvelé de ouf sur ce film. C'est des thèmes qu'il avait jamais fait avant. D'accord, ok. Voilà, bref, on close débat sur Hans Zimmer. Oui, de toute façon, on va clore ce débat tout court parce que ça fait quand même quasiment 15 minutes qu'on parle Interstellar versus Gravity. Moi je pense que c'est l'équipe malheureusement Gravity qui va gagner. Incroyable. Yes. Ouais, ils ont eu des arguments très très forts, je trouve. Je peux avoir un mot de la fin du coup? Oui. Allez voir. Pas d'accord avec tout ce que t'as dit. Non, ouais, c'est pas Interstellar ou Gravity qu'il faut aller voir si vous voulez un truc sur l'espace qui est ouf. C'est Apollo 11 qui est malheureusement plus en salle. Je crois qu'il allait donner le nom de sa chaîne. Non. Si vous voulez voir un truc sur l'espace, la chaîne. Apollo 11 en IMAX, ça c'est fou. Apollo 11 en IMAX qui n'est plus disponible, je crois, au cinéma. Ouais, mais et qui sort, alors j'ai la date du coup, parce que tu parles de ça. Yes. Ça sort en Blu-ray, etc. le 20 novembre prochain. Voilà. Okay. Apollo 11, le documentaire qu'on a complètement loupé au cinéma, Hugo. Donc l'équipe Gravity gagne, donc il y a un point pour Hugo, un point pour Maximin.
Désolé Brahim, désolé Amandine, mais bon, c'est le jeu. Mais ça se il y base avait- sur quoi cette franchement, histoire il y avait- là Je les vois pas, mais je suis en train de C'est daber. subjectif, c'est moi qui donne le point, mais par contre, vous avez eu quand même c'est très dur de départager parce que vous avez eu des excellents arguments. Surtout parce que je suis complètement plus interstellaire que Gravity. Ouais, mais moi, ça fait plaisir. J'ai vu Ça dans- fait plaisir, quand j'ai même. vu dans ce que Je tu préfère disais. Interstellar J'ai vu aussi, dans- Oui. Mais c'est on est là pour la gagner. En fait, on était à 2 doigts d'avoir 4 personnes pro Interstellar et Ah de oui. voilà. En fait, il y avait plus de difficultés quand même à défendre Gravity qu'Interstellar parce que Gravity est plus critiqué qu'Interstellar quand même. Je Oui, trouve, complètement. dans la... Moi, à titre personnel, par exemple, Gravity, enfin, c'est pas que j'ai détesté, j'aimais bien parce que ça reste quand même Alfonso Cuarón qui sait réaliser en fait, tu vois, qui sait faire. Pour moi, il a fait par exemple le meilleur Harry Potter sur tous ceux qui ont été faits. Le Fils de l'homme aussi. qui est- Il a fait le Fils de l'homme. Roma qui est sur Netflix, c'est incroyable aussi, tu vois. Mais j'avoue que Gravity m'a déçu parce que je me suis dit, putain, c'est scénaristiquement parlant, moi j'ai oublié le film une semaine après, quoi. J'étais Ouais, là, ouais, waouh. ouais, non, mais d'accord. À part l'image de Sandra Bullock qui tourne comme ça, qui fait la toupie dans l'espace, j'avais pas plus d'images. J'avais oublié qu'elle jouait dedans. J'avais oublié. Georges Clooney aussi joue dedans. Oui, je crois. Mais oui, il joue dedans aussi. Moi, c'est Clooney que j'ai oublié en fait. Ouais, C'est ouais, parce que t'oublies parce qu'il meurt vite en fait. Du coup, dans les... Ah, pardon. Bon bah tant pis, vous le savez. Oh, bah, il est sorti. Mais il est Interstellar sorti. a été critiqué aussi. Hein. Ouais, a ouais, été ouais. critiqué. Enfin, Mais certains l'ont jugé trop il a pompeux, une aura d'autres quand un peu même trop plus sentimentaliste. positive. Oui. Ouais. Prochain extrait. Alors pour ceux qui ont reconnu, effectivement, c'est le générique de la série 10%. Qui a regardé 10% autour de la table? Pour tous ceux qui mangent des gâteaux. Parce que j'ai Ouais. servi des gâteaux pendant le générique. Ouais, je l'ai vu. Ouais. J'ai vu aussi. Non. Ouais. Ah, tout le monde a vu la série Non. 10%? Non, non, Au moins non. un épisode peut-être? Non, Du même coup, Pas du tout. Du coup, t'as pas regardé, toi? Non, non, non. J'ai même pas vu une seule image de ce truc. J'ai Et même de- pas. je suis la seule. C'est la première fois que j'entends parler. Donc moi j'ai regardé aussi toutes les saisons, tu seras pas la seule à moi. D'accord, ok. Et donc effectivement c'est quand même déjà la saison 4, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, la saison 4 de 10% effectivement se précise. Attendue courant 2020 sur France 2, elle entrera en tournage fin octobre avec de nouveaux changements en coulisses, notamment la showrunneuse Fanny Hero qui ne sera plus là, et une possible participation de Gad Elmaleh en guest, possiblement sur un scénario qui tournera autour du fait qu'il vole des vannes. Vraiment, hein, c'est un vrai truc. Ça serait dingue qu'il le fasse. Sérieux? Ouais, apparemment. C'est évident qu'il va le faire. S'il le fait pas là, il est trop bête. Il a enfin, et je pense que c'est pour ça qu'il a reconnu récemment qu'effectivement il a peut-être volé une ou deux vannes. Donc c'est pour ça que je trouverais ça fou. Et ma question, c'est quelle série française peut rivaliser avec les productions américaines? Donc en gros, pour vous, quelle est la meilleure série française qui a jamais été produite? Camelot. Ah bah d'accord. Brahim. Non, c'est tout ce que j'avais. Mais Ça, alors, c'est non, ça, mais- c'est un vrai débat. Pour moi, on lui donne le point. On lui Il donne a le point. Totalement raison. Non, je suis, Ah, je elle suis va être assez très d'accord rapide cette aussi. émission. ah bah, ouais, en fait, finalement, elle est plus rapide que ça. Hein. Les gens vont voir 20 minutes, ils vont faire. Bon, déjà, il y a sûrement eu un problème de montage, donc voilà, peut-être qu'il y a toute une partie qui a sauté. Mais ok, d'accord. Donc, Brahim, Camelot. Pourquoi Camelot, Brahim? Non, mais c'était une blague. Mais j'adore. Hein, En fait, non, j'avais aimé ça. non, j'adore. Pour moi, c'est vraiment c'est tout ce qui. Enfin, c'est moi, c'est en série française. J'arrive pas à voir au-delà de Camelot. Hein. Je suis pas très. J'avoue que je vais pas non plus m'intéresser aux séries françaises aussi parce que j'ai eu pas mal de déceptions et il y a tellement enfin les Américains sont tellement loin devant en fait en termes de scénario, de jeu, de enfin. Pas Navarro. Ils ont Ce pas, calme, ouais, ils c'est ont vrai, pas putain, de- c'est vrai que là-dessus, ils ont pas encore fait. Mais non, ils ont l'équivalent, ils ont Columbo, ils ont fait Columbo, Ah oui, donc merde, ça va. il a raison. Mais du coup, Mais non, même enfin, ça, je c'est sais mieux. pas trop quoi dire là-dessus. Amandine. Parce que toi qui as Bah- vu, du coup, tu es la seule à avoir vu 10% autour de la table. Oui, Ah non, alors. moi, j'ai vu moi aussi. T'as tout vu, toi, Maxime, aussi? Ouais, j'ai tout vu. Ouais. Bon, bah, ok, bah alors. Toi qui es la deuxième personne. Ça peut toujours être la première, hein, je peux juste derrière. Enfin, toi, Non, toi mais qui y es a pas l'une de des souci. deux personnes, pardon, à avoir vu 10% autour de la table. Donc, toi, ta série française que tu peux placer en rivalité largement avec des séries américaines. Bah, il y en a pas beaucoup non plus. Après, j'avoue que j'avais pas pensé à Camelot, mais effectivement. Elle a pris des notes, elle a un pavé énorme Non, et finalement, elle raye Mais tout en son fait, pavé. non, mais j'ai un pavé, oui, mais j'ai pris des notes sur des choses, tu vois, où effectivement, il y a dernièrement, on a beaucoup parlé de Marianne, en fait, qui est une série qui est diffusée sur Netflix dans le genre horrifique, quoi. C'est ça, ouais. Et pour le coup, j'ai commencé à regarder un petit peu.
j'ai pas accroché, je suis pas cliente. Ok, ouais. Pour autant, T'es pas client du style horrifique ou la série en elle-même? J'adore le style horrifique. Ouais. Là, je suis pas cliente. Je suis pas cliente de l'histoire. Je suis pas cliente de l'actrice principale. Je suis pas cliente. Tu trouves ça quoi? C'est pas, ça fait quoi pour toi? Ça fait cheap? C'est pas assez bien développé? Qu'est-ce qui se passe du coup sur cette série pour toi? Ah non, alors je trouve ça assez bien développé. Maintenant, je sais pas, c'est quelque chose que j'accroche pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'images aussi assez violentes. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails pour les personnes qui n'ont pas vu, mais je sais pas si c'est le premier ou le second épisode, on a une scène, une personne qui va se pendre. On est quand même dans des scènes voilà, assez violentes, quoi. Assez violentes, et une esthétique qui, moi, ne me parle pas plus que ça. Autour d'une histoire, une sorcière dans le Finistère, etc. Pour autant, je crois que c'est la première fois que je vois une série de ce genre-là, française, horrifique, qui a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, d'après ce que j'ai entendu, ça essaye vraiment de bien faire. Hein. Enfin, ça, là, voilà, ça essaye même de bien au niveau faire, de l'image. Hein. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Amandine, termine avant. Il y a vraiment quelque chose. Moi, après, c'est vrai, je suis pas cliente de cette forme de violence, en fait. Donc voilà, j'accroche pas. Mais maintenant, je ressens que dans le rythme de la série, il y a quelque chose d'innovant qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, du côté des productions françaises. Alors, c'est pour rebondir là-dessus. Alors, Hugo, je sais qu'il le connaît. C'est Samuel Baudin qui est derrière Marianne. Et en fait, c'est pas son premier coup d'essai, en fait. C'est que si ça ressemble autant à quelque chose, c'est qu'il a déjà essayé avec la Lazy Company, où il a 3 saisons. Il a déjà Tank, où il a 2 saisons, la série Canal+, qui fait des... Cette deuxième saison, je crois, elle est en Corée ou au Japon. Enfin, il teste vraiment des trucs depuis hyper longtemps, donc ça m'étonne pas en fait qu'il se retrouve à la tête d'un truc Netflix, parce qu'en fait, il a montré auparavant que le gars, en termes d'image, il est à fond, en termes de réel, il est à fond. Avec peu de budget, il a réussi à faire des trucs assez dingues. Donc en fait, ça se trouve, sa 4e série ou sa 5e série sera le truc énorme, parce que ça fait longtemps qu'il essaye, en fait, qu'il bouge, Samuel Baudin. Donc j'ai pas encore vu, mais tout ce que je sais, c'est que Stephen King a dit que c'était hyper bien. Marianne, il a tweeté en disant que c'était j'ai vu c'était super et que en gros avec un peu de modestie il fait c'est aussi bien que moi. À peu près. Toujours, Stephen à King. peu près. Toujours très modeste. Hein. Il rapporte fait, toujours. c'est à peu près aussi bien que moi. Il est le maître étalon des trucs d'horreur qui sortent au cinéma et les séries. Et dès qu'il tweet, tout le monde dit Stephen King dit que c'est bien. Du coup, les gens le prennent en catchline sur leur affiche. Et c'est ça, c'est qu'en termes de tagline, c'est Stephen King, Pierre Bellemare. Oui, voilà. Paix à son âme, Pierre Bellemare d'ailleurs. Terrible. Donc, Maxime, toi qui as la parole, une série française. Alors, ça m'embête parce que je vais devoir contrer Kaamelott parce que j'aime beaucoup Kaamelott et ça va être difficile parce que moi j'ai une autre série à mettre en place. Ce sera pas 10% parce que je trouve que 10%, il y avait un truc très très chouette, mais que la saison 3 est complètement passée à côté. Je trouve, voilà mon humble avis. Moi, celle que je trouve qui est autant équivalent, c'est du coup c'est quelque chose où c'est une série qui a fait, je vais teaser un peu, c'est une série qui a trouvé son format, qui a respecté son format de A à Z et qui a su ne pas faire une saison de trop, c'est tout simplement Bref. Et je trouve que Bref a fait un truc incroyable, c'est qu'il a touché toute une génération, il a pas pété pour son cul, ils étaient voilà, sûrs de leurs armes. Ce que je reprocherais un peu à Kaamelott, qui avait son format au départ et qui a voulu muer vers autre chose, moi pour lequel j'ai pas forcément... j'ai pas adhéré à la mutation en fait, donc je sais plus si c'est livre 4 ou 5 ou c'est livre 5 ou 6. C'est à partir du livre 4, mais c'est vraiment livre 5 que ça bouge vraiment. Et en gros, c'est à ce moment-là que moi j'ai un peu moins suivi parce que moi à la base, j'adhère complètement à l'efficacité incroyable de Kaamelott, de ses scénettes, de ce format court de 3 minutes, qui après parle sur plusieurs épisodes de 3 minutes. Mais je trouve qu'à partir du moment où c'était un peu plus long, c'est moins ce que je recherchais. Moi je voulais... une caméra fixe, des acteurs qui se balancent des répliques et c'est ça que je voulais. Et je trouve que Bref, pour le coup, ils ont eu la bonne idée de ne pas faire plus en fait et de rester à leur format. Et je pense que c'est le seul truc qui peut rivaliser avec un truc américain. Mais après, je ne connais pas des formats courts américains de même type, donc c'est un peu chiant. Mais je trouve que si on devait exporter quelque chose et leur dire genre, vous voyez ce qu'on fait chez nous, je vous montrerai Bref. Bref, qui a réussi à faire. Donc c'est considéré comme il y a 2 saisons dans Bref. D'épisode 1 à 40, c'est la première saison. Et sur la deuxième saison, comme ils avaient plus de budget, ils ont un peu mais légèrement cassé le format et ils ont réussi à jouer avec. En fait, non, pas le casser complètement, mais à jouer avec. Ils gardent le format, mais ils arrivent à essayer de raconter de manière différente en fait. Ils ont gardé le format, mais qu'est-ce qu'on peut raconter dans ce format-là de manière un peu différente. Donc c'est pour ça que moi je choisis Bref.
En VS, je pense bien sûr à Kaamelott, mais je trouve que moi, au bout d'un moment, en fait, ça me perd dans les saisons et que, en fait, bref, a fait que le truc, il fonctionne de A à Z, quoi. Hugo. Je pense qu'en prise de vue réelle, tout a déjà été un peu dit. Kaamelott, bref, c'est vrai que c'est des séries qui sont très justes et qui pourraient vraiment s'exporter, qui sont vraiment représentatives de la qualité qu'on peut avoir en France en prise de vue réelle si on y met un peu la volonté. Par contre, je pense qu'on a oublié qu'en France, on est très 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 fort en animation. Je crois que tu allais dire Caméra Café. On a oublié Caméra Café, les gars. Non, on est très très fort en animation. Et Brian lui fait mais oui, j'aurais dû dire Caméra Café. Et il y a une série Netflix qui arrache tout, qui est fait par un studio français qui a été renouvelé pour une saison 2 d'ailleurs, heureusement. C'est Last Man qui arrache tout vraiment sur Netflix et qui est envié par tous les pays, qui a été acheté absolument partout. Et franchement, regardez-la, ça dure une saison, c'est des saisons de 10-12 épisodes. Quand vous en lancez un, vous êtes obligé d'aller au bout. Je connais pas une personne qui a pas découvert la série, qui a pas été au bout. Tu peux, parce que je ne connais pas la semaine. Est-ce que tu peux raconter un peu le pitch de la série C'est l'univers le plus fou. Alors ça part sur une histoire de boxeur, mais avec de la science-fiction et des univers parallèles. Donc c'est absolument... En fait, tu suis la vie d'un boxeur, mais où il va lui arriver des trucs surnaturels et il va devoir s'en sortir. Sans spoiler, c'est vraiment juste la première minute, quoi. C'est le truc de base. Et je sais pas, j'avais rarement vu un truc aussi frais, quoi. Dans les dialogues, on sent que ça n'a pas été genre écrit en américain et traduit en français, tu vois. D'accord. C'est coupé au couteau au niveau des dialogues, c'est incroyable. Et ça fait tellement du bien de voir un truc français sortir comme ça. Et c'est sorti sur France 4 à la base en diffusion. Et en fait, ça a tellement fait un carton sur France 4 que ça a été acheté par Netflix et rebalancé après. Et là, ils sont contents parce que à la base, c'est un préquel à une BD française. Et les auteurs voulaient juste faire la publicité pour la BD, donc ils avaient accepté qu'il y ait une saison qui fasse la publicité de la BD. Et ça a tellement bien marché qu'au final, ils vont continuer sur une saison 2. Alors je suis pas sûr que ça va reprendre la BD, mais en gros, les auteurs ont donné l'autorisation de faire une saison 2. D'accord. Donc c'est cool, c'est très très cool dans l'animation française. Donc Brahim, parce que tu parlais un peu de Kaamelott, je vais avoir besoin d'un peu plus d'arguments si tu veux gagner des points sur Kaamelott. Pourquoi Kaamelott finalement ? Pourquoi plus Kaamelott par exemple que Bref ? Parce que ça a apporté, déjà je pense que ça a apporté un truc nouveau. Cette espèce de délire où, c'est une nouvelle idée. C'est le délire de prendre des mecs d'une époque médiévale et de les faire parler comme nous. Déjà, moi je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça marrant en fait. Rien que ce concept-là. Et du coup, au-delà de ça, moi ça m'a appris plein d'expressions. Ça m'a, c'est blague sur blague. C'est très, un peu comme Bref en fait. C'est très court, très condensé, et tu te marres. Tu te marres comme un fou. C'est l'écriture en fait, toi qui t'a vraiment marqué. L'écriture, moi j'ai adoré. L'écriture d'Astier est folle, mais aussi, le jeu d'acteur est aussi. Les mecs. Astier s'est entouré de potes en fait. C'est vraiment quasiment que des mecs qu'il connaît. Le casting finalement, c'était peut-être pour 20-30% des acteurs, en plus, sans compter les VIP. Mais ouais, ça s'est renouvelé comme ça. Et moi, même si j'ai moins accroché à partir de la saison 4, c'est vrai. Parce que j'allais te poser la question justement sur les arguments de Maxime. C'est vrai, l'argument, je suis plutôt d'accord, ça s'essouffle un tout petit peu, mais je comprends la raison pour laquelle il a fait ça. C'est-à-dire que Kaamelott, c'est parti en fait d'un format. Il a dû remplacer la case Caméra Café, en fait. C'est ça, donc en fait, c'est la production, Calt, c'est ceux qui produisent, mais c'est M6 qui disent, nous, on a un cahier des charges, il faut que ça rentre là-dedans, il faut que ça fasse 3 minutes. Et il a dû se faire à ce truc-là. Et finalement, Astier, qui est quelqu'un qui, forcément, tu le mets entre 4 murs, il y a un moment donné, il va vouloir les casser, quoi. Donc, et c'est arrivé à la saison 4, et je peux absolument pas lui en vouloir, même si pour moi c'est vrai qu'il y a une baisse de c'était tellement efficace en fait les formats de 3 minutes. En fait, c'est juste que ils ont pris, pardon excuse-moi Hugo, mais ils avaient pris la pire décision M6, je me souviens à l'époque quand c'était diffusé encore sur la chaîne. Ils étaient tellement pas contents, ils ont dit bon, on te laisse faire Astier parce que ça fait 3 saisons que tu cartonnes, donc OK, tu peux faire tes épisodes de 40 minutes. Par contre, dans le deal,
c'est que quand on rediffusera les épisodes, on les découpera en Ah, épisodes de c'était- 3 minutes. C'était horrible ça. Et ils ont rediffusé les épisodes à l'époque en coupé comme les Je 3 crois que premières c'était saisons. du 7 minutes, ouais. Mais Et ils ont c'était recoupé, ouais. horrible à regarder parce que du coup ça n'avait aucun sens. Mais aucun sens. Mm. Je crois même qu'Astier sur Twitter à l'époque avait dit mais regardez pas les rediffusions, achetez les coffrets DVD ou Blu-ray et rematez-vous comme je l'ai pensé quoi. De toute façon, ça s'est très très mal fini entre Astier et Kalt. Hein, Bah la ça- preuve, hein, je pense que c'est pour ça que ça a mis autant de temps avant d'avoir les films, c'est que je pense qu'ils étaient en désaccord Bah, total. Alors, ouais, parce que d'après Astier, c'était absolument pas M6, le problème c'était Kalt. Hein. Ouais. Ouais, c'est une histoire de droit, ils ont gardé les droits juste pour le faire chier et qu'il puisse pas faire sa suite le plus longtemps possible. Enfin. Hugo. Non, moi juste pour revenir sur Kaamelott, parce que moi j'ai adoré, mon livre préféré c'est le 5. J'adore quand on a justement compris que la comédie ça marchait, qu'on a tout épuisé. Moi j'adore quand tu connais bien des personnages, les faire évoluer et les mettre dans des moments un peu plus dramatiques, etc. Donc quand j'ai vu ce livre 5 arriver, j'étais là, ah ouais, enfin on va avoir une évolution des personnages, enfin on va avoir quelque chose en plus. Et moi j'ai adoré ce tournant et je comprends qu'on puisse être déçu de ce tournant parce que on va perdre toute l'efficacité qu'on avait dans le livre 3, 4, etc. de la comédie. Mais moi je sais pas, ça me suffit, tu vois, ces 4 livres m'ont suffi et le 5 je me dis, ah ça va apporter quelque chose de nouveau, du frais. Et surtout, on va continuer avec ces personnages et on va les faire évoluer. Alors, si je peux rajouter un dernier petit truc, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas à partir du 4 que ça me dérange, c'est à partir du 5. C'est Ouais, là c'est qu'il vraiment fait le 5 les épisodes. c'est dark au niveau de les, sa timeline. les épisodes longs. Et à partir du livre 3, il raconte une histoire. Ouais, Enfin, il livre commence à 1 faire et le fil 2, rouge en c'est 3. que de la blague. 3, il insère des débuts en fait de scénario, de fil conducteur, et à partir du 4, là, on rentre dans une histoire. Et c'est très progressif finalement en fait. C'est ça qui fait que moi, j'en ai jamais trop voulu de faire cette mue en fait vers un autre format. Et toi Amandine, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur Kaamelott parce que je te voyais. C'est pas sur Kaamelott. Ouais, dis-moi, vas-y. C'est pas sur Bref non plus, mais c'est plutôt ce format court qui me fait penser à une autre série qui a été diffusée sur Arte Créative, Loulou. Alors là, on est plutôt... Je connais pas du Vous tout, l'avez donc à vu toi- ou pas? Non, pas du tout, mais à toi de nous raconter du coup. Alors là, on est plutôt effectivement sur un format court, très court, presque trop court. Loulou, donc voilà, Louise Massin, Alice Vial, Marie Lelon. Et voilà, on est vraiment plutôt dans le registre là de la comédie, voire de la comédie romantique. Dans le même esprit, sur Netflix actuellement, on aurait Plan Cœur, sur un format plus long. Sur le même style, tu veux dire. Qui, je trouve, pour répondre à ta question, là, commence quand même à rivaliser avec certaines productions américaines. Quand même, là, on a quand même un renouveau dans ce genre-là, je trouve, en France. Tu veux dire sur Loulou, c'est ça? Tu veux dire... Sur Loulou, mais aussi sur Plan Cœur, Sur je Plan Cœur, trouve tu que ça trouves, fonctionne pas trop mal. Je sais pas si vous Dans l'avez quel vu. point de vue Du c'est point de vue du l'image, rythme, le scénario du point de vue du rythme et du scénario. Mais il y a quelque chose dans le rythme qui fonctionne. Ce que je reproche souvent, personnellement, à ces séries françaises, puisqu'on est toujours sur cette question de la rivalité. C'est ça, toujours, ouais. Voilà. C'est un problème de rythme, quoi. C'est pas... Souvent, on a un vrai scénario, mais il y a un vrai problème de rythme, en fait. Un problème de rythme, un problème d'atmosphère, quelque chose qui n'est pas là et qui fait que ça fonctionne pas. C'est ça. Parce que en quoi ça fonctionne pas, en fait? Elle est là, la vraie question. Vas-y, Donc, mais défends. Il y a aussi Ton idée du rythme, elle est hyper intéressante parce que quand tu dis, Bah, ce que j'aime bien, c'est que quand tu dis qu'il y a quand même certaines séries qui ont mine de rien peut-être des scénarios, mais qu'en fait ils les exploitent pas à cause d'un rythme loupé, ça m'intéresse. Mais oui, Tu mais trouves qu'ils passent à côté à ça... cause de ça en fait, toi. Ah, moi, je trouve que c'est souvent un problème de rythme et un problème d'atmosphère. Et effectivement, à savoir pourquoi le rythme ne fonctionne pas, je serais bien en mal d'y répondre, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je trouve ça super intéressant. Pour moi, avant le problème de rythme, il y a un problème de budget. C'est-à-dire que quand on n'a que 3 jours de tournage pour tourner tel truc, on va dire, bah, ok, je vais faire un plan de 3 minutes au lieu de faire 50 plans de 50 secondes. Donc, au final, on a des séries qui sont lentes, on n'a pas des on a des plans fixes. Généralement, c'est peu accompagné de musique parce qu'on n'a pas la thune pour payer le compositeur. Enfin, vraiment, on sous-budgète pas mal de séries en France. Et du coup, on le voit dans la réal, on le voit dans le rythme en termes techniques, on va dire. On le voit comme ça. C'est pour ça que Bref est la meilleure série, parce que Ah oui. ils avaient les mêmes contraintes. Et ils se sont dit genre, Le ok, mais format en est fait, adapté. on va faire 150 plans pour 3 minutes. Et en fait, c'était des gros dingos, quoi. Ils étaient dans une seule pièce, et la seule pièce faisait elle-même 6 décors, quoi. Qu'à chaque fois qu'ils tournaient, ça faisait... Ils ont fait je sais pas combien de plans, juste pour avoir Ken Kojandi qui mange
qui mange un bout de Nutella. En fait, c'était un plan et après il passait à autre chose. C'était en termes d'efficacité de tournage, ce qui est incroyable. C'est là où c'est intéressant par rapport au débat qu'amène Amandine. Regardez le making-of qui est disponible sur YouTube de Bref, qui dure une vingtaine de minutes. Tout le monde dit sur le tournage que Ken et Navo sont fous, en fait. Parce qu'ils essayent de faire tenir un plan de travail qui est normalement infaisable. Impossible. En fait. Et ils disent non mais en fait on le fait parce que si on le fait pas comme ça, on n'aura pas ce qu'on veut en fait. C'est impossible. Voilà. Mais en fait du coup tu les vois en fait trouver des astuces pour faire tenir 5 plans en 1 heure, ce qui est vraiment infaisable les gars, je vous le dis direct. Mais en fait ils arrivent à trouver des astuces qui sont complètement folles. Et je trouve que effectivement c'est peut-être probablement là le problème, c'est le rythme. Parce que c'est vrai que quand on voit pardon, je vais un peu taper sur les séries qui sont diffusées à 20h20 sur les chaînes publiques, que ce soit Plus belle la vie sur France 3 ou sur France 2. Comment ça s'appelle cette série qui a été lancée l'été dernier, c'est pas Tout peut arriver, c'est comment ça s'appelle, c'est vraiment Un si grand soleil. Je suis déjà tombé dessus, Un si grand soleil. Ça n'a aucun sens et c'est vrai que le rythme est abominable. C'est que des gens qui se parlent en chant contre chant. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Parce qu'ils doivent répondre à des problèmes économiques. Et je pense qu'effectivement, en fait, mais c'est de la... Et là, je trouve qu'on tombe dans le côté... ça donne à manger aux gens. Et les gens adorent, ça fait un carton d'audience. C'est ultra efficace et c'est surtout super exporté aussi. Et c'est super... Et ça, pour le coup, c'est super exporté. C'est un peu en mode telenovelas, quoi. Tu vois, exactement. C'est ça. Comme dit Amandine, le problème, c'est que ça se trouve, des fois, il y a des scénarios qui auraient pu être développés, qui auraient pu être cool dans ces séries, mais moi, ça me répugne. Parce que le rythme est si lent. Mais voilà, c'est pas possible. Ouais, c'est si lent. Ça fonctionne pas. Mais t'es d'accord que ça va peut-être sur un rythme économique de faire le moins de plans. Ça, on doit rentrer un tournage dans peu de jours. On a des acteurs qu'on paye pas énormément. Moi, je sais pas vous, mais moi sur les séries françaises, ce qui fait que j'arrête souvent. Alors, ça concerne pas forcément les petites séries, genre Kaamelott. Il y a aussi Bloqué. Bloqué, c'est top. Mais dans les formats 50 minutes, on va dire. C'est les dialogues et surtout le jeu, quoi. Le jeu, moi, j'arrive pas. Le jeu d'acteurs en France, c'est acteurs tellement... français. Oui, les acteurs... Moi, je te parle des séries. Moi, dans les séries, mais c'est tellement inégal, en fait. C'est vraiment, moi, le truc qui fait que j'abandonne souvent et qui fait qu'aujourd'hui je regarde plus trop de séries françaises. Maxime, t'avais quelque chose à dire ou à ajouter? Non, c'est que je regrette juste de pas regarder Le Bureau des légendes justement avec Kassovitz. Tout le monde dit et tout ça, donc apparemment c'est vraiment hyper bien. Faut que je regarde. C'est vrai que moi j'ai pas regardé non plus. Je l'ai pas regardé non plus. Et il paraît que c'est top. Il paraît que Le Bureau des légendes c'est assez exceptionnel pour pour le coup, genre il y a Daroussin, je crois aussi qui est dedans. Enfin, ils ont mis quand même des acteurs qui tiennent la route. Mais bon, voilà, c'est juste pour ajouter ça. Et puis pour finir, si on doit exporter une série, il vaut mieux que ça soit Bref pour les États-Unis, parce que je réfléchis à Kaamelott. Mais en fait, je pense qu'ils ont déjà, en fait, ils ont Sacré Graal avec les Monty Python. Avec Monty Python. Ah oui. Alors que Bref, je suis pas sûr qu'il y ait des. Oui, et surtout à réadapter les dialogues de Kaamelott. C'est impossible. Trop impossible. Je pense que c'est impossible. C'est tellement du patois, des trucs très locaux, quoi. Je vais donner le point à Brahim ce coup-ci. Oh là là. Oh là là. Je m'y attendais absolument pas. Sois content, Brahim, je te donne un point. Il devrait être content. Moi, je vais juste parler d'une série parce qu'on parlait de Netflix. Toi, Amandine, tu parlais de Planqueur que j'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'elle a eu plutôt de bons retours, contrairement à Marseille, parce que Marseille a complètement loupé le coche. Que j'ai pas vu du coup. Moi, j'aimerais bien parler de la dernière série. C'est peut-être la dernière série française sur Netflix. Famille. C'est Marianne la dernière. Oui, pardon, il y a eu Marianne, effectivement. Mais moi, j'ai envie de parler aussi juste rapidement de Family Business. d'Igor Gottesman, c'est ça? C'est Netflix, c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, ouais. 6 épisodes, 30 minutes chacun. Moi, j'ai trouvé ça d'une efficacité redoutable. Les acteurs, là, pour le coup, on a Jonathan Cohen, on a Gérard Darmon, puis d'autres acteurs, pardon, dont j'ai oublié le nom, mais... c'est hyper plagié, ça, par contre. Enrico. Il y a Enrico Macias. Il y a Enrico qui est absolument exceptionnel dans cette série. En fait, cette série, moi aussi je fais partie du Curé Club, j'aimerais bien écrire des choses, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça en fait c'est le genre de truc que j'ai envie d'écrire, parce qu'en France, genre c'est possible. C'est possible de faire une série où tu as des épisodes de 30 minutes, où on raconte une histoire. Bon, j'ai trouvé la fin un peu rushée, un peu rapide, mais j'ai trouvé que l'histoire, elle tenait debout, c'était complètement fou, et surtout on avait des acteurs, ils étaient bien dirigés. J'étais là genre, waouh, là ça fonctionne, là on est en train de me montrer quelque chose, ou un peu plus ambitieux que d'habitude. C'est quoi le synopsis rapide? En gros, c'est l'histoire d'une famille où le père tient une boucherie cachère,
Et le problème, c'est que le business se casse la gueule. Et il a un fils qui, lui, a envie de monter un business qui fonctionne. Il a une idée d'application. Enfin, il est complètement fou. Et un jour, il entend parler que la bœuf va être légalisée. Et donc, il se dit, est-ce qu'on transformerait pas la boucherie en bûcherie ? C'est-à-dire qu'en fait, on va transformer la boucherie en coffee shop, en fait. On veut être les premiers sur le créneau à être un coffee shop en France. Et donc, il commence à partir à l'étranger, dans le pays que vous connaissez bien, où la bœuf est légale, pour tester de la bœuf. Enfin bref. Et après, autour de ça, forcément, on parle d'un business autour de la drogue, donc... où c'est des business qui sont pas illégaux, pas tip-top, donc forcément il rentre dans des histoires complètement folles, il se met les pieds dans la merde tout seul, et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne super bien. Et je trouve que c'est... en fait, c'est à la fois comique, puis des fois il y a des moments plus profonds, parce qu'on va parler, ils vont aborder d'autres thèmes, qui vont être bien... Oui, mais ça va pas trop dans le pathos. Mais ça va jamais dans le pathos. Justement, ça va pas trop genre, ces moments émotion, c'est... Voilà, quoi, ça fonctionne bien, tu vois, mais je trouve que c'est quand même une série qui fonctionne bien. Igor Gottesman qui avait fait le film Five, je crois. Oui, c'est ça, le film Five. On avait parlé de ce réalisateur, je crois. Si c'était pas la présentée d'émission, c'était une autre émission, parce que je crois qu'Hugo, toi, tu connaissais déjà bien ce réal, toi. Voilà, on a parlé, je crois, suffisamment des séries françaises, des séries un peu américaines aussi. Est-ce qu'on parlerait pas de... Ouais, on va parler de ça. As a kid, there was a place. A dark place. They closed it down and let it rot. But the things that lived there... Hello, Danny. They come back. The world is a hungry place. A dangerous place. These people, they hurt people like us. These empty devils, they'll eat what shines. Et oui, vous avez forcément reconnu la musique qu'on a entendue à la fin. C'est près de 40 ans après l'adaptation sur grand écran de l'œuvre de Stephen King, donc Shining, par Stanley Kubrick. On a Mike Flanagan, à qui on doit la série The Haunting of Hill House, encore une fois sur Netflix, comme quoi ils ont tout. Il adapte au cinéma Dr. Sleep, la suite directe de Shining, un roman écrit toujours par Stephen King en 2013. C'est le succès de ça, le film Ça, qui a eu récemment, vous l'avez vu, qui a été le plus gros succès au box-office mondial pour un film d'horreur, avec 700 millions quand même de dollars récoltés, qui a poussé le studio Warner à adapter le roman du roi de l'épouvante. Ma question est, est-ce que Shining est le meilleur film d'horreur de l'histoire du cinéma ? Ça a jeté un froid. Maximin, tu as la main sur le coup de l'épaule, j'en sais rien. Tu as un corps étrange, Maximin. Bah écoute. Mais je l'aime beaucoup. C'est toi qui vas... C'est incroyable à dire ça, tu as un corps étrange, mais je l'aime beaucoup. Donc Maximin, est-ce que Shining c'est le meilleur... Est-ce que Shining c'est le meilleur film d'horreur de l'histoire du cinéma ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi un titre d'un autre film ? Alors moi, je vais partir sur non. C'est très personnel, parce que en soi... Moi, Shining, je l'ai vu au cinéma. J'ai eu... alors, je sais pas pourquoi, c'est mon école... Je crois que je l'ai vu au cinéma, c'est peut-être avec toi aussi. On était ensemble, alors. Ouais, okay, c'était au lycée. Okay, ils se sont tapés un délire de... On va aller au 14A à Nantes et on va aller regarder Shining. Je sais pas pourquoi ils ont... Très bonne idée. Hein. Bah oui, mais je sais pas pourquoi ils se sont chauffés là-dessus. Donc je l'avais revu au cinéma, mais j'ai pas l'impression d'être ressorti avec de l'effort. Après moi je suis pas très film d'horreur en fait de base. D'accord. Et je suis pas ressorti avec un vrai souvenir marqué. J'ai des scènes effectivement qui me marquent. J'ai le jeu de Jack Nicholson, etc. Mais j'ai pas un souvenir de genre c'est le film qui m'a plus foutu la trouille, qui m'a fait plus ressentir quelque chose, tu vois. Donc non, pas Shining. Et après, c'est un peu plus compliqué de donner un autre film, dans le sens où un film d'horreur ou un film qui me fait ressentir quelque chose. Le dernier en date que je pourrais te sortir, c'est... J'hésite entre deux, mais je vais te sortir Us, tu vois. Okay. Us qui, en soi pareil, m'a pas fait flipper un truc de ouf, mais
au moins a le mérite de me mettre un peu dans l'angoisse et me faire un peu réfléchir après, tu vois. Alors Shining, je m'en souviens que quand je suis sorti, peut-être parce qu'après on était au lycée et qu'on était débiles, mais non mais après j'ai pas forcément réfléchi, genre le mec est une hache. Tu vois. Mais en soi, moi dernièrement qui me marque plus, je dirais non pas Us, n'importe quoi, c'est pas du tout Us que je dis. En fait, je suis étonné que tu me dises Us parce qu'on l'a vu ensemble et on a détesté. J'ai confondu Us et son film d'avant et qui Get est Get Out. Voilà, excusez-moi. Non, oui, qui me fait plus réfléchir, je dirais voilà, Get Out plutôt que Shining. Parce que je suis étonné parce que Us, vraiment, on l'a vu ensemble. Je raconte pour les gens autour de la table et pour les gens qui nous écoutent, et on est vraiment sortis en se disant mais que s'est-il passé? mais voilà, donc Shining ne m'a pas laissé un terrible effroi. Oui, il y a des scènes, il y a des trucs marquants. J'irais même plus que ce qui m'intéresse, c'est toute l'histoire sur la chambre 137 ou 127, je sais plus. 217. Il y a un truc avec un 7 en tout cas. Il y a une chambre, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Mais c'est le nom du documentaire, je crois, qui a été fait sur le tournage. Ouais, oui, exactement. 237. Non, c'est 217, non 217. Bon bref, on s'en fout. Vous me faites douter, c'est Room quelque 200 chose. et quelques. Et pour Merci le coup, voilà. pour tes précisions. Je préfère Get Out qui moi m'a fait réfléchir, 237 qui m'a fait voilà, plus réfléchir, qui m'a un peu plus marqué moi dans ma réflexion par rapport aux gens de couleur et par rapport à moi et par rapport à comment on se positionne par rapport à eux. OK. Amandine. Eh bien moi aussi dans mes notes, j'avais noté Get Out. Ah, il y aura peut-être une team là qui va se monter là. Ouais. Pour autant, alors non, pour autant je suis partagée, c'est-à-dire qu'effectivement Shining, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur ? Déjà c'est une question parce que effectivement, on est plutôt dans le thriller psychologique, moi je trouve, finalement avec Shining. Totalement d'accord. Comme Get Out en 100% d'accord. Oui. Oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est ça en fait, c'est que horreur pure, slasher. Moi, horreur pour moi, c'est vraiment un grand genre dans lequel on peut mettre tous ces mêmes films. C'est pour ça que, quand même, est considéré, quand on parle d'un film d'horreur, en général, on cite très souvent Shining. C'est peut-être le premier film qui est cité. Donc, c'est pour ça que je le cite en film d'horreur. Donc, mais si t'as des arguments contre... Mais après, c'est vrai que, étant adolescent, quand tu le vois adolescent, si tu t'attends à un grand bain de sang, t'es déçu. Ça repose pas là-dessus. Tu l'as, le grand bain de sang. Tu l'as, mais c'est pas sur tout le long du film. C'est quoi ce scandale? Oui, c'est pas très radiophonique. T'es pas dans ce climat horrifique-là, tu vois. Maintenant, bon voilà, je pense que quand même Shining, ça reste un monument. Tu vois, c'est quand même effectivement un grand classique, un film culte, un film magnifique, quoi qu'il en soit. Et je pense que voilà, ça a quelque chose quand même d'assez intemporel pour moi. Donc plutôt intemporel quand même pour Amandine du coup. Ah ouais, plutôt intemporel, ouais. Oui, parce que je trouve que c'est un film qui, mine de rien, bon voilà, au-delà de l'aspect purement technique et de sa réalisation, c'est aussi un film qui repose sur beaucoup de peurs. De peur qu'on a tous ressenti un jour, quoi. Enfin voilà, il y a cet homme, le mari, qui se transforme en monstre, il y a cet enfant un peu bizarre, il y a ce lieu un peu bizarre, le Shining, qu'est-ce que c'est ? J'ai vraiment l'impression qu'on est pris à partie quand même de bout en tant que spectateur, et que ça repose aussi sur des peurs qu'on a tous ressenties à un moment dans nos vies, et que c'est en ça que ça le rend intemporel. Moi, je trouve que ça, là où ça, c'est sur, je te rejoins sur le côté, c'est soit le compagnon ou la compagne d'ailleurs, qui genre que tu connais très bien et qui finit par complètement briller dans ta vie. Mais voilà. Et tu te dis, mais avec qui je me suis mis, putain, et qui qui je me suis mis, qui sont les personnes qui m'entourent, c'est enfin le aussi, fait que finalement on se connaît véritablement jamais. Et voilà. D'accord. Hugo, tu frémissais de ton côté? Non, je suis totalement d'accord sur le fait que pour moi Shining est plus un thriller, et que du coup il m'a moins marqué en termes de films d'horreur que d'autres films d'horreur. Je regarde pas beaucoup aussi comme Maximin, mais j'ai été terrifié et marqué par une séance de cinéma quand j'avais été voir It Follow, je crois. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Ouais. Parce que ça marchait totalement sur une de mes peurs et angoisses, ce truc de ça te suit tout le temps et tu peux pas t'en échapper, et ça revient tout au long du film. C'est plutôt bien fait de ce côté-là, et moi ça m'avait vraiment fait peur pour le coup. J'ai rarement, je sais pas si mes bras qui font du bruit. J'ai rarement eu peur, vraiment. C'est une émotion qui est difficile à passer pour moi au cinéma, parce que soit je suis mal à l'aise, ou soit tu vois, quand je sais qu'il y a un screamer qui va arriver, je ferme mes yeux en même temps. Je sais que t'as tout le sang quand il y a un screamer qui va arriver, quoi. Et It Follow, ça avait très très bien marché dans le sens où
la peur marche sur le côté vraiment psychologique et sur le fait que t'as déjà pu ressentir quelque chose comme ça, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça a très bien marché comme ça. Et Shining, je trouve pas que c'est le meilleur film d'horreur, du coup, pour répondre à la question, parce que je le trouve moins horrifique que de nombreux films, moins horrifique qu'un Alien, par exemple, ou que d'autres films comme ça. C'est plus vraiment un travail psychologique qui est très intéressant, mais pas un film d'horreur pur. D'accord. Donc donc Brahim, toi, vas-y. Le nom d'Alien t'a fait réagir. Vas-y. Ah ouais, non mais Alien quoi. Ah ouais, Alien. Après, j'aurais dit la même chose. Pour moi, c'est pas forcément un film d'horreur, Shining. Ouais. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je sais pas comment il est classé officiellement, ou même Kubrick, il le voyait comment lui, mais. Moi, je peux regarder rapidement. Je crois qu'on parle d'un film d'horreur. Ouais, je pense qu'on parle d'un film d'horreur aussi. Moi, j'ai toujours vu, en tout cas dans ce qui est cité en général, un film d'horreur américano-britannique. Okay. On dit film à énigme aussi. Alors c'est bizarre comme terme, mais horreur psychologique aussi. Voilà, je pense que c'est un genre de film d'horreur plus précis, effectivement. Alors moi, du coup, il y a longtemps que je l'ai pas vu, Shining. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas forcément marqué. Au point de me dire, c'est... Alors, je recontextualise le truc. Moi, je déteste les films d'horreur. C'est pas du tout mon truc. Je crois que le seul film d'horreur que j'ai vu dans ma vie, alors au cinéma, c'est Destination Finale 2. Destination Finale 2. Ça date, hein. On n'a pas beaucoup parlé de ce genre de franchise, mais Destination Finale 2. Et les Sauts aussi étaient une grande franchise aussi. Mais Destination Finale 2. C'est le seul, je crois, film d'horreur que j'ai vu au cinéma. Et enfin, moi, dans mon canapé, j'ai dû voir une fois les Sauts. J'ai dû voir un Saut et un Hostel, là, les trucs hyper gore. C'était extrêmement gore. Et sinon, non, je suis pas. Amandine a fermé les yeux. L'évocation de Hostel. après, ce que je peux ajouter par rapport à la réalisation, c'est que, je trouve qu'il n'y a pas les codes du film d'horreur de l'époque. Même dans l'imagerie, c'est pas sombre. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas très sombre. Tout se passe souvent en pleine lumière, par la scène de fin là, dans la neige et dans la nuit. C'est toujours très lumineux. Dans le rythme, c'est plutôt assez lent, c'est très lent. Donc, je pense même que Kubrick a voulu faire sortir totalement des films de l'époque où il y avait des démembrements à foison, où il y avait peut-être moins, alors je me trompe peut-être, hein, mais à cette époque, il y avait moins de psychologique en fait au niveau du film d'horreur. Peut-être beaucoup moins que. Surtout, il a voulu le rendre. De slasher, ouais. Il y avait c'était la mode du slasher. On est en 1980, on est au moment quasiment du Massacre à la tronçonneuse, si je me souviens bien. Et The Thing, c'est quand de Carpenter? C'est en 82. Ouais, bah tu vois, c'est un genre quand même assez différent entre The Thing de Carpenter et Shining, tu vois. Enfin, voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est déjà très, très bien. À part que c'est un film très cool, mais faut pas non plus le mystifier. C'est un film très cool. Mais du coup, avec Kubrick, c'est cool ce que t'as fait. C'est un film mystérieux. Enfin, t'as raison quand tu dis qu'il a voulu se démarquer. Effectivement, il a voulu en faire un film mystérieux et de bout en bout. Et c'est aussi en cela que ça marche et en cela que voilà, il y a plein de théories, plein d'anecdotes sur ce film. Beaucoup de choses se sont dites. Et ça marche encore aujourd'hui parce que c'est un film qui a son lot de mystère, quoi. Et c'est en ça où c'est réussi, Shining. Je pense que Shining est beaucoup plus un film qui marque l'histoire du cinéma plutôt que l'histoire du cinéma d'horreur, en fait. Je pense. D'accord. Donc, pour revenir sur la question initiale, toi, Maximin, donc Amandine d'abord défendait... tu défendais Shining, mais est-ce que tu as quand même... Pour toi, Shining, on peut parler d'un des meilleurs films d'horreur ou tu as quand même un autre film finalement à dire, non mais peut-être que lui quand même, quand on parle du film d'horreur ou du genre film d'horreur, il y a peut-être mieux que ça, ou tu restes sur le fait que c'est quand même très culte et... Je reste sur le fait que c'est très culte, au sens où effectivement l'horreur c'est beaucoup de genres, de sous-genres. Je dirais pas que Shining est un film d'horreur, mais j'ai envie de le défendre. D'accord, tu l'as bien défendu. Maxime, toi tu voulais plutôt défendre Get Out.
Dernièrement Get Out et puis Get Out parce que encore une fois c'est pas beaucoup de budget et du coup beaucoup d'inventivité. Ouais. Sinon j'aurais sorti Scream en fait moi de ma poche parce que pour le coup lui il a vraiment relancé un truc quoi en termes de slasher, c'est que lui c'était un film qui citait les films d'horreur et qui a inventé aussi un autre truc. En fait il a remis un truc au goût du jour. Je pense que Destination Finale 2 n'existerait pas sans Scream, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Mais totalement. Pour le coup, Wes Craven a vraiment relancé un truc en mettant des gens qui connaissent les films d'horreur, en utilisant les codes, en se les réappropriant et en faisant un twist à la fin qui maintenant est baisé à cause de Scary Movie. Enfin bref, il y a tout un truc mais qui est incroyable, tu vois. Mais je pense que quand je pense horreur, je pense tout de suite à Scream et après dernièrement Get Out parce que c'est autre chose, c'est plus psychologique, tu vois. Mais dans Scream t'as vraiment le côté slasher, plus du twist et un vrai truc culturel quoi. Enfin ça, il y a vraiment eu un avant et un après Scream. Et en plus c'est une période hyper prolifique. Enfin il y avait Souviens-toi l'été dernier aussi. Ça a lancé tout ça en fait. Ça a lancé tout ça et ça a lancé les modes de prendre des acteurs de télévision, des acteurs de série et de les foutre après dans les films parce qu'en fait ils étaient contents de pouvoir tuer, genre tu les voyais tout le temps à la télé et en fait là ils étaient dans un film, ils se faisaient tuer direct quoi. Tu tues Drew Barrymore genre scène 1 quoi, donc tu fais ok bon. C'était pas Sarah Michelle Gellar dans le Scream 2 non, aussi. Scream elle 2. est dans Scream 2 aussi et dans Souviens-toi l'été dernier Allié aussi il me semble. il y a même qu'on s'appelle là le gars de Dawson là, le Pacey, il est aussi dans Scream. Enfin, ils ont mis tous les mecs qu'il y avait dans les séries adolescents et en fait ils les tuaient tous dans mais il y a vraiment eu un avant-après, c'est assez chouette. Hugo, est-ce que toi tu as... Alors moi je voulais pas défendre Shining du coup parce que je pense pas que c'est le film qui fait le plus peur. Enfin j'avais compris la question comme ça. Moi je mettrais Alien ou It Follow parce que c'est les films qui m'ont vraiment marqué. Mais je suis pas un grand consommateur de films d'horreur donc j'avoue que sur la question je sèche un peu, mais Alien est quand même bien dérangeant aussi dans son genre quoi, et il arrive à amener de l'horreur dans une espèce de double genre parce qu'on est un film aussi espace, un huis clos. Puis c'est claustro. Ouais, c'est ça joue sur... C'est le Nostromo, pas claustro. Ça joue sur plein de peurs, quoi. La claustro, c'est sombre. La peur de cet inconnu, on voit jamais vraiment la menace. On la suggère tout le temps. Et... Merci, j'ai l'impression de gagner un bon point, mais c'est juste un gâteau. Parce que Maxime vient de donner un gâteau à Hugo pendant son argument. Voilà, moi je dirais Alien. Ok, Alien. Et donc du coup, toi, Brahim, pour terminer non, il n'y a pas à dire, vraiment, au-dessus de tout, Destination Finale, les gars. C'est vrai parce que moi, j'ai été marqué... Alors, quand j'étais tout petit, je suis tombé comme un idiot sur l'Exorciste. Ça fait cliché, mais quand t'es tout petit, l'Exorciste... Énorme. Te change... Et je déteste les films d'horreur à cause de l'Exorciste. Ah ouais. Parce que quand je l'ai vu petit, en fait, moi, ça a invoqué quelque chose que je déteste, qui est le spiritisme et tous ces trucs un peu j'adore. De psychologie. Moi, ça me fait flipper ma race, vraiment. Vraiment, moi, j'ai encore une peur, je pense, un peu des fentes. Genre, quand je suis tout seul dans un couloir sombre dans une maison, je trace pour rejoindre la pièce où il y a mes potes, quoi, tu vois. Vraiment, je déteste ça. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment marqué quand j'étais à 10 ans, Scream. Totalement aussi. Je trouve qu'il y a eu un truc même dans la culture des gens qui étaient plus vieux que moi, que je fréquentais, les mecs de 16 ans, 17 ans, eux ont été énormément marqués par ce genre de film et du coup j'ai un peu reçu ça aussi. Et moi dernièrement, un film que j'ai vu, mais très très récemment, c'est Grave, qui m'a foutu une putain de claque. Film français. Oui, film français, ouais. Pareil, qui montre qu'en France, on peut faire des films de genre et des films de genre de très très bonne qualité et que c'est dommage qu'on défende pas plus ce genre de film. Donc ouais, ça m'a plu. Get Out forcément, mais ouais, Grave aussi. Ouais. Mais 3 films comme ça, Exorcist, Scream et récemment Grave, ouais, ça a été un peu fou. De toute façon, c'est Amandine qui gagne le point sur cette partie. Bravo. On n'a pas parlé de Chucky. Ah, on n'a pas parlé. Tu peux parler de Chucky un petit peu? Non, parce que c'est aussi, ça joue quand même sur la peur. La fameuse peur de cette poupée. Ça quand même. C'est l'anti-Toy Story. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est ce film qui a lancé cette peur de la poupée. Non, je pense chelou, que. Mais je pense que l'auteur le film avait certainement des trucs qui étaient flippants chez lui. Il dit t'as une poupée. Imagine, elle te fait un clin d'œil ou qu'elle te dit bonjour. En tout cas, c'est resté dans l'imaginaire collectif, quoi. Aujourd'hui, quand on voit une poupée, moi j'ai ma nièce qui a un jouet qui a quasiment plus de batterie. Et quand il parle, ça me fait penser à Chucky parce que ça parle vraiment bizarrement. T'as un jouet électrique quand ça n'a plus de batterie et ça me fait peur. C'est tout truc. Annabelle, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Oui, Annabelle, ouais. Tout est parti là-dessus après. C'est marrant tous les genres qu'il peut y avoir en horreur. Partie de jouets à un alien dans un vaisseau. Je rajouterais Poltergeist qui à oui, l'époque de l'imagerie
Elle était vraiment... Enfin, il y a des plans dans ce film qui sont magnifiques. Bah, de Tom Hooper et Steven Spielberg, parce qu'apparemment il aurait co-réalisé le film, donc ouais. Paul Rodriguez, c'est fou aussi, effectivement. Et notamment le travelling compensé sur le couloir qui s'allonge pendant que l'actrice court vers pour sauver son fils, je crois, qui est dans la chambre. C'est énorme. C'est marrant parce que t'es pas... Donc toi, je vais invoquer le réalisateur, Brahim. Mets ta casquette de réalisateur, Brahim. Merci. Oui. Est-ce que, même si tu n'aimes pas les films d'horreur, tu vas quand même essayer justement de regarder ce genre de choses, justement, ces plans, essayer de pas t'en inspirer, mais de te nourrir de ça quand même si c'est un genre que t'aimes pas forcément? Oui, mais je le trouve pas dans les films d'horreur. Enfin, il y a des pépites comme ça. Je vais pouvoir t'en citer 2-3, mais c'est pas dans le film d'horreur que je vais chercher ce qui m'intéressait, ce qui va m'intéresser au niveau du plan, de l'image. Je vais juste. Je vais regarder après coup en fait des espèces de mythes comme ça. Enfin, Poltergeist, je l'ai vu il y a peut-être 5-6 ans, quoi. Et parce que voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. On me l'a conseillé. L'histoire, en fait, on va dire l'histoire avec un grand H et même avec un petit H, fait le tri pour toi, quoi. C'est-à-dire, le temps passe, les films cultes ressortent, et en fait, c'est ça que tu vas plutôt regarder après, en fait, pour... C'est ça, ouais. C'est aussi pour me faire une culture aussi, hein. Mais non, là, vraiment, film d'horreur... dans 95% des cas, je me suis retrouvé sur mon canapé à regarder ça et à la fin du film, je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je foutais là en fait. Ça a souvent été ça. Ouais. C'est dérangeant. Moi, c'était La Nuit des Morts Vivants, je crois. Ah ouais. Ou un truc comme ça que j'ai regardé et j'étais devant la télé, j'ai arrêté le film et c'est que du gore, hein, c'est très. Mais c'était tellement dérangeant que je me suis dit non mais je peux pas continuer parce que. C'est horrible, quoi, ça me met mal à l'aise. Non, j'ai pas envie de regarder ça. D'ailleurs, le film de zombies, le genre de zombie, ça mériterait une émission entière. Hein. Ah oui, on pourra un jour parler des films. C'est vrai, on n'a pas cité les films de Romero aussi. Et Romero, waouh. C'est vrai qu'on n'a pas cité tous ces films, mais ça en fait partie aussi du film d'horreur. Donc, Amandine a le point, nouveau sujet. Tu leur parles toujours à tes amis? C'est compliqué. La première fois qu'on a été réunis, on était différents. Bienvenue dans Jumanji. Cette aventure est encore plus difficile. Et souvenez-vous, l'avenir de Jumanji est entre vos mains. J'ai une question importante. C'est qui Jumanji? C'est le fils de Barbara, ça? On va mourir. C'est déjà fait. Et oui, le fils de Barbara. Vous avez reconnu la bande-annonce de Jumanji Next Level, la suite du film qui est sorti il y a 2 ans, Jumanji Welcome to the Jungle. J'aimerais juste faire un petit big up au monteur de bande-annonce. Qu'on ne cite jamais, on ne sait jamais qui fait ça. Moi j'ai regardé la bande-annonce du film, alors je vais pas dire si je suis pour ou contre ce film, mais je trouve que la bande-annonce est hyper bien. Elle est très musicale, il y a un vrai beau rythme, et je trouve qu'on ne rend pas assez hommage aux mecs qui font les bandes-annonces, donc juste pour curiosité, allez voir cette bande-annonce en entier, parce que là j'ai un peu coupé dedans, mais c'est vraiment bien foutu. Voilà. Donc on va revenir sur Jumanji, parce que, bah oui, quand un film fait quasiment 1 milliard de recettes au box-office, il y a le droit à une suite, hein, c'est un peu la règle actuelle, hein, tout simplement. Contrario, quand il se casse la gueule, on arrête tout. Donc le 11 décembre prochain, nous aurons le droit à Jumanji Next Level, toujours écrit par Scott Rosenberg et Jeff Pinker, et réalisé par Jack Kasdan, avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillian, toujours. Ma question, elle est assez simple, c'est quel est le remake ou la suite de film qui a été le bienvenu pour vous, quand vous avez vu cette suite ou ce remake, vous êtes dit... ah c'est cool, et vous avez vu le film, vous avez dit ah ils ont bien fait, ils ont vraiment bien fait de sortir ce film ou de reprendre l'histoire ou des bribes d'histoire autour de ça. Maxime. Alors c'est pas évident parce que dès qu'on pense tout de suite à un remake, on a envie de prendre un truc qui a vraiment chié à la gueule de quelque chose qu'on a beaucoup aimé. C'est plus facile de se rappeler des trucs qui sont mauvais que des trucs qui sont bons. Clairement, c'est pour ça qu'on pose la question comme ça. Tout à fait. Et ben moi le premier qui m'est venu à l'idée, c'est Star Trek, sorti en 2009 par l'ami J.J. Abrams, qui était déjà là à l'époque. L'ami JJ. L'ami JJ.
Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cité un peu plus tôt The Orville en parlant un peu Star Trek, etc. Je n'ai jamais regardé un seul film Star Trek, je n'ai jamais regardé la série Star Trek, parce que ça a toujours été un petit peu plus geek que Star Wars en soi. Complètement même, je pense. Mais en fait, je sais pas, il y a eu un truc qui m'a accroché dans la bande-annonce de ce Star Trek-là en 2009. Et ce qui était bien, c'est que J.J. Abrams, il a réussi pari à faire plaisir aux fans de Star Trek et en même temps à accrocher les gens qui ne connaissaient pas l'univers Star Trek comme moi. Et pour le coup, il a fait une petite astuce qui, moi, je trouve extraordinaire, pour pas froisser les fans purs et durs, c'est qu'en fait, il a créé un mini univers en fait dérivé de tout ce qui a existé en fait. Il n'efface absolument pas tout ce qui s'est passé, toutes les séries et tous les films. Il a créé une déviation dans le passé, ce qui fait en fait qu'il peut raconter ce qu'il veut avec les personnages que tout le monde aime, que tout le monde connaît, et raconter de nouvelles histoires. Et donc là-dessus, je trouve ça formidable. Et après, bah voilà, il s'est fait un peu la main sur Star Trek avant de passer au Star Wars en soi. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a embauché sur Star Wars. Je pense qu'ils se sont dit, bon, ok, il a réussi à faire le taf dans la maison d'en face, donc du coup, on va le faire venir à la maison pour qu'il fasse le travail. Et pour le coup, moi j'ai trouvé ça déjà hyper fort de réussir à, dans le cahier des charges, faire plaisir aux gens qui aiment la saga, et de deux, en fait, intégrer de nouvelles personnes comme moi qui maintenant, en fait, je connais tous les personnages de Star Trek, quoi, parce qu'il a réussi à me faire aimer les personnages. Donc j'ai suivi, après j'ai encore regardé les films d'après. Et surtout, c'était une sacrée équipe, parce que c'était l'équipe de Lost, en fait, qui est derrière. D'accord. C'est autant produit par Damon Lindelof, et puis l'autre, je ne sais plus. Mais en gros, ils se sont actés à ce truc-là en disant, genre, go, comment on peut relancer, en fait, parce que c'était littéralement relancer une franchise qui se perdait juste... On se foutait de la gueule des Trekkies, en fait. C'était en pleine folie Lost, je crois, en plus, ce film 2009. On était encore dans 2009, Lost, je crois. Je sais pas quand ça s'est terminé. Mais je crois qu'on était encore dans Lost à ce moment-là. C'est possible. Mais pour le coup, c'était vraiment... Voilà, Star Trek, c'était très moqué, c'était les mecs en pyjama, etc. Et il a réussi à relancer ça en donnant... certes, on se moque des flares et tout, etc. Mais il leur a donné un petit look un peu revisité. Et je pense que sans le Star Trek 2009 de J.J. Abrams, t'aurais pas The Orville et t'aurais pas Star Trek Discovery maintenant, quoi. Ok. Amandine. Alors là, j'en ai aucune idée. Je réfléchis depuis tout à l'heure, je sais absolument pas. Je vois les yeux dans le vide. Mon cerveau est en train de bouillir là aussi. Ouais, toi c'est pareil. Très compliqué. Je sais pas, pour le coup, tu me donnes envie de découvrir Star Trek. Star Trek, bah ouais. Ouais, c'est Mais pour le coup, c'est toi aussi qui m'a donné envie de le découvrir, et j'ai été aussi convaincu. Ouais. D'accord. C'est vraiment bien fait. Mais alors là, ouais, non, je suis. Si tu veux, je peux passer la main à Brahim. Passe la main. Ou Brahim il me fait non. Non, ça peut. Non, Brahim, Hugo, tu veux d'abord Si Ce que je fais, Amandine, c'est que je passe la main à Hugo et je te laisse encore un peu réfléchir. Hugo. Comme disait Maximin, c'est vraiment un cas d'école Star Trek, parce qu'on a donné la bonne matière aux bonnes personnes. C'est-à-dire que J.J. Abrams, c'est un geek, je pense qu'il connaissait bien Star Trek avant, et il a réussi à faire un remake qui est quasiment parfait. Et quand ça marche comme ça, on arrive à des choses formidables. Ça a été exactement la même chose pour Blade Runner. Moi, je vais défendre ça, je pense. Donc toi, tu vas défendre Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Ça, c'était... Effectivement, on avait déjà marqué à l'époque avec un film qui était vachement... qui avait un univers très spécifique, etc. Et on avait tous peur en se disant, il va y avoir un remake, c'est pas possible, on peut pas toucher à ça. Ça va être mal fait, ou alors ils vont pas réussir à recréer la magie. Et en fait, quand on a compris que c'était Denis Villeneuve derrière, on sait que ça va être un film d'auteur, mais avec énormément de budget aussi. Et la magie, il a réussi à la respecter parfaitement, quoi. Il a respecté le truc de base, comme disait Maximin pour Star Trek, on respecte l'œuvre originale, et en même temps, on apporte sa touche, on le modernise. C'est vachement beau, c'est très bien joué. C'est quasiment un sans faute, quoi. Très décrié, pourtant, le Blade Runner. Oui. Énormément décrié. Ouais, alors, personnellement, je trouve que c'est quasiment un sans faute. Tu vois, j'étais totalement embarqué dedans. Il est décrié pour son rythme, surtout. Ouais. C'est ça, je trouve que pour le coup, Villeneuve, il a bien respecté en fait, l'héritage, et qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'a réussi à faire, je pense, J.J. Abrams avec Star Trek. C'est qu'il n'a pas réussi à toucher un nouveau public, en fait. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas Blade Runner de Ridley Scott avec Harrison Ford, il arrive dans celui-là, il dit « Oh là là, on m'a complètement menti, la bande-annonce, il y avait des explosions de partout, il y a Ryan Gosling qui se fight contre Harrison Ford, et tu arrives dans le film et tu tapes un rythme que moi j'aime beaucoup, mais un rythme qui était très lent, etc.
Bah, je pense que c'est pour ça qu'il se fait décrier. Je pense que tout de suite, Vu comme ça, c'est vrai. Ouais. Il a peut-être moins touché la génération, la nouvelle génération habituée au blockbuster. Et vu que c'est peut-être aussi l'erreur de la bande-annonce, ça a été vraiment vendu comme un blockbuster. Fallait ramener du genre parce qu'il y a eu du budget, donc fallait ramener du public en salle. Et je pense que la déception vient de là, mais ça n'enlève rien dans le sens où c'est un bon Blade Runner. C'est pour les gens qui avaient vu le film de base, ça répond totalement à la question. C'était une suite bienvenue pour eux. Toi, Brian. Oui, mais je trouve que Villeneuve a pas, en fait, il a pas voulu sacrifier en fait son scénario pour l'action en fait. Je pense qu'il c'est presque un film d'auteur. Enfin là, il s'est vraiment fait plaisir et c'est pour moi qui suis réal. Enfin l'imagerie, l'image de Blade Runner, c'est les décors, les couleurs, le traitement de l'image, les plans, tout est c'est très pictural en fait et j'ai adoré. C'est un très bon remake. Moi je partirais sur un remake d'un film très 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 vieux. C'est franchement le seul qui me vient à l'esprit. Là, non mais c'est pas, j'avoue que pas forcément récent, ça se trouve. Moi c'est la guerre des mondes qui m'a beaucoup. Pas mal. Et c'est vraiment. Là il casse. En fait, Spielberg, il casse totalement les codes en fait du film de l'invasion extraterrestre avec un film qui pourtant se base sur du cliché quoi. Des extraterrestres avec des formes très c'est très caricatural quand on voit le film originel. J'ai vu quelques minutes, mais c'est extrêmement mal vieilli. C'est terrible, mais comme tous les vieux films de SF, généralement. C'est ça. Et en fait, Spielberg a réussi à déjà mettre un espèce d'héros qui ressemble à un anti-héros. C'est un mec qui fait que fuir pendant tout le film, et il n'est pas en fait la raison de l'échec des extraterrestres. C'est pas lui qui aboutit en fait à l'échec des extraterrestres. Il y a une espèce de Deus Ex Machina là, qui arrive à la fin avec l'invasion qui échoue. Mais c'est après les Independence Day, les trucs comme ça, il avait vraiment révolutionné le truc et malheureusement je ne peux pas parler du film original parce que je l'ai pas vu, mais c'est un film qui est réussi, qui a été très bien reçu par la critique, il me semble, et la réalisation aussi est magnifique. Avant de donner la main à Amandine, qui a eu le temps peut-être de réfléchir, Maximin, sur... Non, parce que je voulais contrer son argument. Ah, tu veux contrer la guerre des mondes ? Ouais. Bah vas-y, contre la guerre des mondes. J'aurais comme argument là-dessus, plus... comment dire ? C'était limite plus facile pour Spielberg de refaire un remake de La Guerre des Mondes, qui effectivement, on sait très bien que le film original, on n'a pas forcément envie de le voir, il y a peut-être peu de personnes qui l'ont aimé, tout, etc. C'est peut-être limite plus facile de refaire un truc bien d'un truc qui n'était pas terrible à la base. Alors qu'un truc comme Star Trek, c'est plus compliqué. C'est quand même un terrain plus miné, plus dangereux, tu vois, de se lancer dans. Tu parles sur la base des gens des fans quoi. En fait, des vrais fans qu'il faut combler. Ce qu'a réussi à faire Villeneuve, combler les fans, mais il n'a pas passé l'étape supérieure de encore plus fédérer. Peut-être que La Guerre des Mondes a peut-être plus fédéré, mais il avait trop personne à reconvaincre en fait, tu vois. Le public américain, pas sûr. Les séries Star Trek sont pas si éloignées. En termes de date entre l'âge du film, du premier film de La Guerre des Mondes et les séries Star Trek, je sais pas s'il y a tant d'années que ça. Je sais pas du tout. Il y a une série marque plus dans le temps qu'un film aussi, je pense. Alors c'est plus rentré dans la culture populaire. C'est qu'il y a plus, je pense qu'il y a plus une base de fans. Je pense pas qu'il y ait des conventions où les mecs, il y a des gars de La Guerre des Mondes qui disent putain le premier film était hyper bien. Rendez-vous compte les effets, tu vois, genre à l'époque. Donc je pense que c'était plus facile à refaire un film comme ça. Que en soi s'attaquer à un morceau comme non mais je suis d'accord. Mais bon, les gens vous me demandez un bon remake, c'est pas il est bon parce qu'il a réussi à... Moi je le prends complètement parce que pour moi j'ai vu le premier film et je trouve qu'effectivement après c'est quand même Spielberg derrière, donc c'est quand même quelqu'un qui sait raconter une histoire avec une image et une caméra, donc moi je trouve que ça fonctionne bien. Il a réussi à me faire aimer Tom Cruise quand même, ce gars, donc en 2 films il a réussi à m'attraper avec Tom Cruise, donc vraiment moi j'ai
j'ai pris une petite claque moi sur la guerre des Les mondes. les quand j'avais vu Français à ont l'époque, un ouais. gros problème avec Tom Cruise, je sais pas d'où ça vient ça, mais. Nicolas Sarkozy. Enfin, Il était Ça pote doit être ça. il était poteau avec Nicolas Sarkozy. Ça doit être Absolument pas la raison pour laquelle. Je pense que je suis c'est pas fan de Tom Cruise. c'est son jeu Ouais, d'acteur. c'est inconscient. peut-être- J'étais absolument. J'étais C'est inconscient. Ça Mais me- moi, Il j'adore. était- il est petit, Moi, il j'adore. avait une grande femme, voilà, et puis hop, il était De quoi Tom Cruise. J'ai pas suivi moi non Ça plus. part en Non mais moi sucette. je sais. Non mais y a pas. Faut pas suivre. Moi, je sais pas. Amandine du coup. Un remake, une suite de films peut-être que tu vas trouver entre temps. Alors bon, bah, comme on le disait en off, je suis vraiment pas cliente des remakes. En revanche, je te rejoins sur Blade Runner que j'ai vu. Je n'ai pas vu le premier, mais effectivement, moi aussi, j'ai été hyper marquée par l'esthétisme Ah, du ok. film. Non mais c'est vrai. Et finalement, on ressort de là. Alors c'est assez difficile de comparer dans la mesure où j'ai pas vu le premier, mais c'est une œuvre contemporaine, quoi. C'est une œuvre contemporaine et c'est, oui, pour le coup, une belle réussite de Villeneuve, dont je suis très fan par ailleurs. Qui avait réalisé juste avant Arrival. C'était avant hein, le. Oui, c'était avant, ouais. C'est juste avant. Et qui va réaliser, encore une fois, un autre remake qui va réaliser Dune. Ouais, Il est sur- Waouh. Il est en train de terminer Dune. Il est en train de terminer Dune, ouais. Ouais, il est en train Donc de à voir terminer ce que Dune, ça va c'est- donner. Ah, il a envoyé un énorme, texto ça. pour dire qu'il finissait. Terminer Dune. Bisous. Mais juste avant de te passer la main, Hugo, moi, Blade Runner, je l'ai vu pour la première fois il y a 2 semaines. Et je reconnais que quand même, ça a été une vraie claque. Et je l'ai vu après justement tout ce truc de la sortie, des critiques qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu quand même eu, je me souviens, énormément de critiques autour du film. Et moi, j'ai pris une claque parce que je trouve que quand même... moi, j'aime bien les films aussi, des fois, qui prennent leur temps. En fait, c'est un film qui prend son temps et des fois, ça fait du Mais bien. c'est très contemplatif. Ah oui, c'est contemplatif. C'est Ouais. totalement Mais des fois, contemplatif, sent on n'est pas du que tout dans le vraiment, il blockbuster. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est en ça, je pense, où les gens, effectivement, mais tu le disais, ont été très déçus. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ça m'a limite rappelé du Terrence Malick au niveau du côté contemplatif. C'est pour ça que j'adorais. Et là, tu vas caresser Hugo dans le sens du pas Hugo. Je viens de penser à un film, justement, un remake pareil, plutôt à une suite que j'attendais pas forcément et que j'ai beaucoup apprécié. On arrête avec les visiteurs de la Révolution. Non, On en a non. parlé le mois dernier. Non, et je pense que c'est sorti de la tête de tout le monde, mais tout le monde va dire oui, c'est ou pas. C'est Mad Max, Fury Road. Wow. Et c'est vrai que ça a été un vrai choc de le revoir aussi bien fait en fait. Ouais, mais j'ai un reproche à lui faire. Il est pas parfait, mais on avait tous peur que ça matche pas ou que ça arrive pas forcément à recréer la magie. Et en fait, visuellement, on est quand même au top au niveau des FX et on arrive à retrouver quand même cet esprit qui était poussiéreux, etc. Ah là, pour le coup, Hugo, tu vas commencer à marquer peut-être un point là. Il était pas mal ce Fury Road quand même. Il était très bon. Ouais, il le mérite. Mad Max a été quand même, mais même maintenant, quand tu regardes, enfin, quand tu suis un peu des cinéphiles sur Internet, etc., Mad Max maintenant revient très, très, très souvent, quoi, dans la tête des gens, c'est considéré déjà comme un classique, quoi. Moi, je l'ai vu au cinéma et grosse claque, quoi. Ah oui, c'est une expérience. Bah, c'est comme Blade Runner, fallait le voir aussi au cinéma, c'est aussi une claque visuelle, tu vois. Mais Fury Road, je m'en souviens encore de la séance. Ouais. Maxime, t'avais envie de rajouter quelque chose? Je t'ai vu lever la main. Non, je réfléchis à quand rencontrer Fury Road. Ah, t'aimerais bien contrer Fury Road? Ah non, bah oui, gagner le point en fait. Moi, j'essaie de jouer un peu le jeu. Sur Fury Road aussi, c'est le contraire pour moi en termes de rythme de Blade Runner là. Enfin, ça ne s'arrête jamais, Fury Road. Et moi personnellement, ça m'a, à la limite, le moment où ils sont dans le canyon là et que ça se calme un tout petit peu, limite ça m'a et encore même pas, ça se calme à peine, tu vois. Oui, ça s'arrête. Oui, ça reprend, tu vois, et ça s'arrête jamais. C'est de l'action. C'est le reproche que j'ai à faire au film. C'est de l'action très bien menée, très bien filmée. C'est un barnum, extraordinaire de véhicules en plus hyper bien. La direction artistique magnifique, les couleurs aussi. Quoique le réalisateur préfère la version noir et blanc. Oui. Il l'a pensé en noir et blanc. Ouais. Mais voilà, le reproche que j'ai, c'est ça va trop vite et c'est trop d'action. Ça ne se pose pas assez, je trouve. Donc par rapport, parce que je vais essayer de te faire argumenter un petit peu, par rapport du coup à un Blade Runner, tu vas préférer un Blade Runner dans ce côté un peu plus justement contemplatif, lent, qui prend son temps par rapport à un Fury Road qui va un peu trop
Qui rentre un peu trop dans le lard, un peu trop souvent, quoi. Ah, je préfère largement Blade Runner, ouais. Parce qu'on te sert vraiment des décors qui changent entre les décors de nuit, sous la pluie, avec les hologrammes, puis après tu passes à l'intérieur dans des décors des fois extrêmement chauds. Enfin, t'as de tout. En fait, le contemplatif vient vient accompagner en fait la construction en fait par les dialogues de l'histoire. Et c'est très harmonieux, je trouve. Ça, alors que dans Fury Road, il y a une espèce de... c'est trop bourrin, en fait. Mais j'ai adoré. C'est deux genres qui sont incomparables. Mais je me suis fait plaisir. J'ai adoré Fury Road. En plus, j'ai retapé les Mad Max avant de regarder celui-ci. Ouais. Et pour moi, il est dans la droite lignée. Enfin, c'est... Maxime, tu levais le doigt? Ouais, je pense que pour contrer, j'ai rien à dire. Non, il y a des trucs. Je suis assez d'accord avec Brahim sur le côté. Ça va très vite, c'est très généreux, mais je suis pas sûr de pouvoir me rappeler d'une scène à part vroom 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 boum boum boum. Non mais en fait j'essaie de retrouver un truc, tu vois, peut-être à part le moment où ils sont montés dans une tempête, c'est peut-être le seul. C'est peut-être le truc en soi. Et le truc qui me dérangeait un peu, c'est le problème peut-être du personnage principal, tu vois. D'accord. Où pour le coup, Max, il est un peu mis de côté. C'est plus Charlize Theron qui prend. Ah ouais, carrément. C'est vrai, et qu'en gros, pour le coup, je trouve ça un peu dommage quand ton film s'appelle Mad Max et au final, est-ce qu'il a pas fait juste un Mad Max parce que il fallait mettre Max dedans et puis bon après j'ai envie de raconter une histoire avec ces nanas qui veulent s'émanciper, tu vois. Est-ce qu'ils ont pas juste foutu c'est comme si en fait tu racontais Tintin est là mais tu préfères raconter l'histoire de Captain Haddock, tu vois. Je crois que t'as dit Milou pendant 2 secondes. Non mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, c'est qu'en gros c'est peut-être ça que je reprocherais, c'est plus on a mis Tom Hardy, il fait Mad Max etc. OK, mais en fait ce qui est intéressant c'est plus sur Furiosa, et je crois qu'il veut pas faire une suite, mais juste sur le personnage de Charlize Theron. Je crois que ça a été. Je pense il le dit depuis quasiment la sortie de Fury Road. C'est peut-être le truc que je reprocherais, tu vois, par rapport à un Star Trek ou par rapport à un Blade Runner, c'est que au final Max, il est un peu, il est là quoi, il est mis dans une voiture et puis il y va quoi. Il fait le minimum syndical et puis voilà. Donc on a Blade Runner du côté d'Hugo, on a Star Trek pour Maximin. Brahim, la guerre des mondes. Toi, tu veux défendre la guerre des mondes, et Amandine, je vais défendre Blade Runner. Tu veux défendre aussi Blade Runner? Ouais. Tu fais une équipe avec Hugo alors, c'est non, ça? mais après je dis la guerre des mondes aussi pour qu'il y ait la diversité. Hein. C'est vrai que Blade Runner est magnifique. Un des cas d'école avec Star Trek sur les dernières années des choses qui ont été bien faites en fait. Donc qui n'ont pas été rushées, qui ont été données aux bonnes personnes. Franchement, Denis Villeneuve, c'était vraiment la bonne personne pour donner. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas peur. J'ai pas peur non plus. J'ai pas peur du tout. Avec un gars comme lui. Donc le point du coup va être en commun. Amandine, Hugo, vous allez gagner le dernier point de cette émission. Allez. Bravo. Mais Maximin, juste rapidement, toi tu disais trop. Limite trop respectueux du coup, parce qu'il a pas. Pour moi, il a pas rempli la dernière case de faire venir d'autres gens dans le train en fait, tu vois, Blade Runner. Amandine n'a pas vu le premier, elle a vu le deuxième. Voilà. Ouais, exactement. Donc la case est remplie. Allez hop. Ouais. pas juste parce qu'Amandine elle est dans le truc, tu vois. Mais en soi, il a moins rempli le contrat de faire rentrer. Honnêtement, je l'ai vu pour Villeneuve. Voilà, parce que c'est vrai que le film en lui-même ne m'aurait pas attiré en salle en soi, tu vois, la curiosité de savoir ce qu'on avait fait de Blade Runner. Ouais, ce qui veut dire que s'il y a une suite de Blade Runner 2049, genre Blade Runner 2158, et que c'est réalisé par notre mec, tu n'auras pas forcément. Ah oui, non, pas forcément. Bon, du coup, là, il n'a pas rempli, il n'a pas coché son truc. Il n'y a plus de points à donner. Ah putain. On arrive à la fin de cette émission qui a eu des couacs en coulisses, c'est pas grave. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. Donc les grands gagnants de cette émission sont Amandine et Hugo, on peut les applaudir. Bravo. Bravo à vous les perdants. Bravo à vous les perdants. Cette phrase j'adore. Donc merci à Amandine d'avoir participé à cette émission. Merci Amandine, à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Un peu ton actualité rapidement, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être? Eh bien on peut me retrouver chez Prune. Radio Nantaise. Radio Nantaise, Prune 92 FM en Loire-Atlantique et qui se retrouve ensuite sur le web prune.net. C'est ça. Et dans la quotidienne Curiosité tous les vendredis soirs.
pour parler de culture. Waouh. Voilà. Et une prochaine émission, un Fluxus en décembre. Très bien. Nouvelle émission expérimentale. Voilà. On ira écouter, donc prune.net, on retrouvera les podcasts Exactement. en ligne. Exactement. Brahim, merci à toi d'avoir participé. à Merci cette pour émission. l'invitation, c'était hyper cool, j'ai bien aimé. Eh ben merci beaucoup. Tu as apporté un vrai point de vue dans cette émission. Merci Brahim. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité? L'actu. J'arrête la réalisation. L'actu en ce moment, c'est je prépare un documentaire sur les danses traditionnelles de Guyane. Et c'est donc on est une équipe, on part au mois de février en Guyane. Et donc voilà, on travaille sur la pré-prod, sur l'écriture. Sinon, à côté de ça, je continue à produire beaucoup de films en fait sur la danse, parce que la danse ou le corps en mouvement, c'est vraiment mon sujet de prédilection. On n'est pas revenu dessus tout à l'heure. Oui. Moi, j'aimerais savoir ce que ça signifie être spécialiste du corps en mouvement. Du corps en mouvement, on le fera peut-être en off tout à l'heure, mais effectivement, c'est très peu de corps en mouvement dans Blade Runner, par exemple. Oui, non. Par contre, dans Mad Max, effectivement. Et sinon, voilà, je continue ce travail avec la préparation de ce documentaire dans le même thème. D'accord. Voilà. Hugo, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi pour l'invitation. Toi, où est-ce qu'on va te retrouver? Moi, on peut me retrouver chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Je parle d'actualité spatiale. Et voilà, ça fait pendant 2 ans que je fais ça. Et, donne le nom peut-être de ta chaîne. Ah oui, c'est mon nom, prénom, donc Hugo Lisoire. L-I-S-O-I-R. Ah oui, et le nom de ma page. Enfin, j'ai une page surtout Facebook, c'est Great Plains, donc comme les grandes plaines, Great Plains Pictures. Voilà. Great Plains Pictures, parfait. Hugo Lisoire sur Tout à Internet, fait. ou sur Twitch aussi. Ou sur Twitch, effectivement. Le jeu qui ne sortira jamais, Star Citizen. Tout à fait. Et Maximin... J'y retourne d'ailleurs tout à l'heure. Ah bah non, parce que ce podcast n'est pas en direct. Il est peut-être en ce moment même. Ah oui, je suis peut-être en ce moment même. Allez checker. Très certainement. Maximin. Oui. Où est-ce qu'on te retrouve, toi? Quelle est ton actualité? Et bah sur la chaîne du Curry Club, notamment avec la prochaine saison de Cliffhanger, saison 2, qui devrait être sortie... Ce podcast sort le vendredi 13 octobre. Vendredi 13 alors non, on est vendredi 13. Non, c'est pas vendredi 13, c'est... 13 octobre. Pardon, on sortira le vendredi 11 octobre, là. Donc ce sera pas sorti, mais d'ici 1 ou 2 semaines, de toute façon, il y aura une bande-annonce, donc... allez checker les réseaux. Allez checker les réseaux. Comme disent les jeunes. Et d'ailleurs, en parlant de checker les réseaux, vous pouvez retrouver le podcast de Cinémascope partout. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour faire remonter le podcast. C'est toujours plutôt cool. Il sera également disponible sur YouTube comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça m'a fait plaisir. Moi, c'était Benjamin. Et on se retrouve quand, du coup, Benjamin? On se retrouve dans 2 semaines. Et oui, parce que ce podcast ne sera finalement pas mensuel. On le retrouvera maintenant 2 fois par mois. Pas toutes les 2 semaines, mais 2 fois par mois. Là, vous avez eu ce podcast le vendredi 11. Donc, le prochain podcast, c'est le vendredi 25 octobre. Bisous à tous. Salut, ciao. Ciao. Et à la prochaine.